Ryan was saying that too, so I'm not the only one. Rock has its own kind of unique energy. Well, it's not for me. Because scam or work Yeah, or whatever. or I mean, it's easy for you to say when you're good. Sorry, I just don't want you to get in trouble. I know. focus up. This is very serious. Pina colada? I don't like the taste of alcohol. My taxes, I do. You. Trying to say that you said you dropped your guys, Sarah. Field trip to the bar. All right. Do what? Fuck that. School musical? Sarah will sing in bar with My you guys. car's headed to Greedos. We could drop her off on the way. I can take you. Have it. Great, just bought a guy's heroin. Who would know this? Not funny, didn't know what it's like to need. Well, it's not. It's just a job. Feeling love, and I want to feel. En 1914, au milieu du désert égyptien, un archéologue vient de comprendre quelque chose qui dépasse de très loin la découverte d'un tombeau. Sur les parois d'un temple oublié, les signes racontent un rendez-vous cosmique. Tous les 5000 ans, 3 planètes s'alignent et ouvrent un passage à une force dont le seul but est d'anéantir la vie. Face à elle, 4 pierres représentent la terre, l'eau, l'air et le feu. Au centre, une 5e présence doit unir leur puissance. Le professeur Pacoli observe ces figures avec l'enthousiasme d'un savant qui croit encore avoir tout son temps. Le prêtre qui l'accompagne, lui, sait que certaines connaissances ne doivent pas sortir d'ici. Il tente donc de l'arrêter sans violence. Il verse du poison dans son verre, mais le geste est si maladroit que Pacoli ne boit pas. Il essaie ensuite de l'assommer, manque son coup, recommence. Et la gravité de la prophétie se heurte déjà à une comédie presque burlesque. Cette rencontre de ton sera la règle du 5e élément. Le danger peut être absolu, les humains restent désordonnés, vaniteux, drôles, parfois ridicules. Le monde ne devient jamais solennel assez longtemps pour oublier ceux qui l'habitent. Un vaisseau gigantesque assombrit soudain le ciel. Des êtres massifs, enfermés dans des armures de métal, entrent dans le temple. Ce sont les Mondoshawan, gardiens de l'arme. La guerre qui vient d'éclater sur Terre les inquiète. Ils retirent les 4 pierres de la chambre secrète ainsi que le sarcophage qui contient le 5e élément. L'un d'eux tend au prêtre une clé et lui confie une mission à transmettre à ses successeurs. Quand le mal reviendra, eux aussi reviendront. La porte du sanctuaire se referme accidentellement sur leur chef. Le prêtre se précipite, persuadé d'avoir provoqué une catastrophe, mais la main métallique traverse la pierre, récupère la clé et disparaît. La promesse est intacte, elle doit simplement survivre 3 siècles. Luc Besson a commencé à imaginer cet univers à 16 ans, bien avant de pouvoir le filmer. Cela se sent dans cette entrée en matière. Elle possède l'ampleur d'un mythe inventé par quelqu'un qui refuse de choisir entre l'aventure, le gag, la bande dessinée et l'opéra. Le projet grandira pendant des années, jusqu'à devenir un scénario de plusieurs centaines de pages, puis un film dont chaque décor semble vouloir contenir une idée de plus que le précédent. Pourtant, derrière cette profusion, la mécanique de départ est très simple. Une date, 5 éléments, une menace, une promesse. En 2263, la promesse arrive à échéance. Dans l'espace, une masse noire apparaît sans prévenir. Elle ressemble moins à une planète qu'à une brûlure vivante, un corps incandescent qui absorbe la lumière. Un croiseur militaire reçoit l'ordre de l'observer. Les appareils de mesure ne trouvent aucune structure connue, aucune composition rassurante. Lorsque les soldats tirent, l'objet ne faiblit pas. Il grossit. L'agression le nourrit, et le vaisseau est englouti avant d'avoir pu corriger son erreur. Sur Terre, le président des territoires fédérés réunit ses conseillers. Les scientifiques proposent des chiffres, les officiers réclament des armes, mais personne ne comprend ce qui avance vers eux. Un vieux prêtre attend devant la salle du conseil. Vito Cornelius porte la mémoire de l'ordre rencontré en Égypte. Lorsqu'il obtient enfin la parole, il ne décrit pas une invasion classique. Cette chose n'a ni territoire à conquérir, ni ressources à voler. Elle cherche la vie précisément parce qu'elle est la vie. On peut lui envoyer davantage de missiles, on ne fera que lui offrir davantage de violence à absorber. Cornelius reproduit avec des vers la disposition gravée dans le temple. 4 forces autour d'un centre, puis une lumière dirigée contre le mal. Son explication paraît archaïque au milieu des écrans, des uniformes et des communications interplanétaires. Pourtant, les instruments modernes viennent de confirmer l'essentiel. La puissance militaire n'a servi à rien. L'ancien récit devient alors la seule hypothèse qui ait résisté à l'expérience. Les Mondoshawan sont justement en route vers la Terre. Leur vaisseau transporte ce qu'ils avaient emporté 300 ans plus tôt. Mais une autre force les attend. Des mercenaires Mangalore interceptent l'appareil et le détruisent. L'épave s'écrase sur la Lune.
L'arme qui devait sauver le monde semble avoir disparu avant même d'avoir été remise aux humains. L'attaque n'est pas un accident. Elle a été commandée par Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, industriel assez puissant pour équiper des armées et assez servile pour travailler au profit de ce qui menace de les détruire. Zorg n'apparaît pas encore face aux héros, et il ne rencontrera d'ailleurs jamais Corben Dallas au cours du film. Leurs trajectoires se poursuivent en parallèle, reliées par leurs conséquences plutôt que par un duel traditionnel. D'un côté, un homme possède presque tout et obéit à une force qu'il ne contrôle pas. De l'autre, un homme qui ne possède presque rien va être entraîné dans une mission qu'il n'a pas demandée. Dans les débris du vaisseau Mondo Shawan, une équipe de secours découvre une main protégée par un fragment d'armure. Les cellules qu'elle contient sont encore vivantes. Elles ne ressemblent pas exactement à celles d'un humain. Leur structure est plus dense, organisée, comme si la nature avait corrigé ses propres fragilités. Dans un laboratoire new-yorkais, les chercheurs décident de reconstituer le corps entier à partir de cet échantillon. La machine travaille couche après couche. Un squelette apparaît, puis les organes, les muscles, la peau. Le processus pourrait être froidement clinique, mais la mise en scène lui donne la clarté d'une naissance artificielle. Les techniciens contemplent le résultat avec la fierté de gens persuadés d'avoir créé quelque chose. Ils oublient qu'ils n'ont fait que rendre une forme à une personne qui existait déjà. Lorsque la vitre s'ouvre, une jeune femme aux cheveux orange se redresse. Elle s'appelle Lilou. Elle observe les visages, les uniformes, les armes braquées vers elle. Elle parle une langue que personne ne comprend. On lui demande de rester calme tout en l'enfermant derrière une paroi. Le laboratoire voit un spécimen parfait, elle voit une cage. La différence suffit à déclencher sa fuite. Le langage de Lilou n'est pas une suite de sons improvisés. Besson en avait construit un vocabulaire d'environ 400 mots, et Mila Jovovich l'a appris assez précisément pour pouvoir l'utiliser avec lui pendant la préparation. Cette rigueur donne à la scène un détail essentiel. Lilou n'est pas privée de pensée, seulement privée d'interlocuteurs capables de la comprendre. Son désarroi ne vient pas d'une naïveté vide. Elle se réveille avec une mémoire, une mission et une intelligence immenses. Mais dans un monde où le premier réflexe consiste à l'étudier sous surveillance. Elle arrache les sangles, repousse les hommes qui tentent de l'immobiliser et gagne les conduits techniques. La sécurité ferme chaque issue. Les forces de l'ordre la poursuivent jusque sur une corniche située à une hauteur vertigineuse. Devant elle, le New York du 23e siècle s'étend verticalement. Les immeubles sont si hauts que la circulation ne longe plus les rues. Elle flotte entre les façades, réparties sur plusieurs niveaux, au milieu des enseignes et des véhicules de livraison. Cette ville n'a rien du futur sombre et silencieux que la science-fiction affectionnait souvent. Elle est éclairée en plein jour, encombrée, publicitaire, presque joyeuse dans son chaos. Jean-Claude Mézières avait dessiné, dans une bande dessinée, un chauffeur de taxi volant au milieu d'une métropole congestionnée. Ces images ont aidé Besson à transformer Corben, initialement imaginé comme ouvrier dans une usine de fusées, en conducteur de taxi. Ce changement n'est pas seulement visuel, il place le futur à hauteur d'un homme qui le traverse toute la journée sans plus s'en émerveiller. Acculée, Lilou regarde le vide. Un policier s'approche, elle ne se rend pas, elle saute. Des centaines de mètres plus bas, Corben Dallas commence une journée ordinaire. Ancien major des forces spéciales, il vit désormais seul dans un appartement minuscule avec son chat. Son lit disparaît dans le mur, sa douche tient dans un compartiment, son réfrigérateur contient à peine de quoi déjeuner. La technologie a progressé, mais elle n'a offert ni espace ni sérénité. Même son courrier apporte de mauvaises nouvelles. Son permis de taxi ne lui laisse presque plus de points. Un homme sonne à sa porte et tente de le braquer. Le prétendu agresseur tremble derrière un chapeau équipé d'une photographie destinée à masquer son visage. Corben reconnaît immédiatement le dispositif, désarme l'homme sans effort et lui demande presque avec lassitude de chercher une autre voie. La scène résume son état. Ses réflexes sont intacts, mais il ne veut plus de combat. La violence est devenue pour lui une corvée supplémentaire, coincé entre le réveil et le travail. Son voisin hurle, sa mère l'appelle pour se plaindre. Un restaurateur chinois accoste sa fenêtre à bord d'une petite embarcation volante. Tout le monde parle, tout le monde vend quelque chose, tout le monde exige une réponse. Corben avale son repas, caresse son chat et prend le volant. Bruce Willis apporte au personnage cette fatigue sèche qui empêche le héros d'action de devenir une statue. Corben est compétent, bien sûr, mais il est surtout un homme qui espérait que la partie héroïque de sa vie était terminée. La circulation l'absorbe. Les taxis glissent entre les tours, les véhicules de police surveillent les couloirs aériens, les panneaux publicitaires occupent le moindre espace libre. Les maquettes construites pour cette ville atteignaient parfois plusieurs mètres de haut. Des dizaines d'immeubles ont été fabriqués à petite échelle, jusque dans leurs fenêtres, avant que les mouvements de caméra et les flux numériques de véhicules ne complètent l'illusion. Ce mélange donne du poids au décor.
New York paraît impossible, mais jamais immatériel. Puis quelque chose frappe le toit du taxi. Corben freine. À travers la tôle brisée, il découvre Lelou, blessée, haletante, presque nue sous les bandes qui couvrent son corps reconstruit. Elle ne connaît que quelques mots de la langue commune. Elle lui montre son bras, répète qu'elle a besoin d'aide, puis désigne les véhicules qui descendent vers eux. La police ordonne à Corben de s'immobiliser et de remettre la fugitive. Il pourrait obéir. Ce serait le choix raisonnable. Le choix d'un homme qui n'a plus beaucoup de points sur son permis et encore moins de raisons de faire confiance à une inconnue tombée du ciel. Il la regarde pourtant chercher ses mots, incapable d'expliquer qui elle est mais parfaitement capable d'exprimer sa peur. Corben demande à la police ce qui arrivera si elle est livrée. La réponse, froide et administrative, lui suffit. Il enclenche le moteur. Le taxi plonge dans le vide, passe sous les voitures de patrouille et s'enfonce entre les étages de circulation. Lelou est projeté contre son siège. Les agents tirent. Corben connaît les couloirs, les niveaux de brouillard, les endroits où les radars perdent une cible. Sa retraite du service n'a pas effacé l'homme qu'il était. Elle l'a seulement rendu réticent à redevenir cet homme. En quelques secondes, la compassion vient de faire ce qu'aucun ordre militaire n'aurait réussi à obtenir. Elle l'a remis en mouvement. La poursuite traverse les avenues suspendues. Corben coupe sa radio, descend sous la couche de circulation autorisée et se glisse dans les profondeurs étouffantes de la ville. Les policiers hésitent à le suivre. Son taxi heurte des obstacles, perd des morceaux, remonte brusquement, replonge encore. Le spectacle ne cherche pas à rendre la technologie propre ou majestueuse. Les moteurs toussent, les carrosseries se froissent, les conducteurs s'insultent. Même en 2263, une course-poursuite reste une affaire de décision prise trop vite dans un véhicule qui menace de tomber en panne. Lelou serre contre elle une carte portant le nom de Vito Cornelius. C'est la seule direction qu'elle possède. Corben ne comprend toujours pas sa langue, mais il comprend un nom et une urgence. Lorsqu'il échappe enfin aux patrouilles, son taxi est presque détruit. Son emploi est compromis, son permis ne survivra probablement pas, et il vient d'aider une fugitive recherchée par le gouvernement. Il ne sait pas encore quel est l'être autour duquel doivent se réunir les 4 pierres. Il ne sait pas que la masse noire approche de la Terre. Il sait seulement qu'une personne terrorisée lui a demandé de l'aide, et qu'il a choisi de ne pas la rendre à ceux qui la poursuivaient. Pour une histoire qui finira par faire de l'amour une force cosmique, le premier geste décisif est beaucoup plus modeste. Un homme accepte de croire la peur d'une inconnue avant de connaître son importance. Le nom de Cornelius les conduit jusqu'à un quartier plus ancien, loin des axes lumineux où la police poursuit encore le taxi. Corben porte Lelou jusqu'à l'appartement du prêtre. La porte s'ouvre à peine qu'il reçoit un coup sur la tête. Cornelius n'a aucune idée de l'homme qui se tient devant lui. Il voit seulement une femme aux cheveux de feu. Le symbole inscrit sur son poignet et les agents qui peuvent surgir d'un instant à l'autre. Son réflexe est de protéger le secret. David, son jeune assistant, aide à installer Lelou. Lorsqu'elle prononce enfin son nom complet, une suite interminable de syllabes, Cornelius répond avec le respect de quelqu'un qui reconnaît une souveraine. Pour lui, aucun doute n'est possible. Le 5e élément a survécu à l'explosion du vaisseau. Il ne s'agit pas d'une substance à placer entre les pierres, mais d'un être vivant. Corben reprend conscience au milieu de prières, de gestes précipités et de paroles qu'il ne comprend pas. Il demande simplement ce qui se passe. Cornelius ne veut pas lui répondre. À ses yeux, cet ancien soldat devenu chauffeur est un témoin encombrant, peut-être même un danger. Lelou, elle, se souvient de ce qu'il vient de faire. Avant que Corben reparte, elle l'embrasse rapidement pour le remercier. La réaction de l'homme est immédiate. Toute sa méfiance disparaît pendant une seconde. Il quitte l'appartement avec le sourire stupéfait de quelqu'un dont la journée vient de perdre toute logique. Cornelius et David peuvent alors écouter Lelou. Elle dessine, mime, cherche dans les livres. Les mots communs lui manquent, mais elle possède la mémoire de sa mission. Le prêtre pense que les 4 pierres se trouvaient dans le vaisseau Mondo Shawan. Lelou le détrompe. Les gardiens avaient anticipé le risque d'une attaque. Ils ont confié les éléments à une autre personne, Plavalaguna, une cantatrice extraterrestre qui doit se produire prochainement à Floston Paradise. La diva n'est pas choisie au hasard. Elle voyage sous les regards, entourée d'une suite, protégée par son statut et par l'attention publique. Cacher les pierres auprès d'une artiste célèbre détourne la logique militaire. L'arme la plus importante de l'univers ne se trouve ni dans un coffre gouvernemental, ni à bord d'un cuirassé. Elle accompagne une voix. Au même moment, les autorités reçoivent un message des Mondo Shawans confirmant cette information. Le président comprend désormais que 2 opérations doivent avancer ensemble. Il faut récupérer les pierres sur Floston et conduire le 5e élément au temple égyptien avant que l'alignement ne soit complet. Le problème, c'est que Lelou a échappé au laboratoire et que personne ne sait encore où elle se trouve.
quelqu'un d'autre apprend l'échec de l'attaque lunaire. Dans une immense usine, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg marche entre des chaînes de production comme s'il traversait son propre royaume. Sa silhouette est soigneusement composée. Costume sombre, col rigide, cheveux séparés avec une précision étrange, petit dispositif de plastique transparent posé sur le crâne. Gary Oldman lui donne une voix et une démarche qui refusent la banalité. Zorg pourrait être un industriel froid. Il préfère jouer chaque conversation comme une cérémonie dont il serait à la fois l'hôte et l'idole. Les Mangalore viennent réclamer leur paiement. Ils ont détruit le vaisseau comme convenu et apportent une caisse qu'ils croient remplie des pierres. Zorg l'ouvre. À l'intérieur, il ne trouve que des objets sans valeur. La mission a échoué. Il ne se contente pas de refuser le paiement. Il transforme l'humiliation en démonstration commerciale. Devant les mercenaires, il présente le ZF-1, une arme compacte qui rassemble presque toutes les fonctions imaginables. Munitions classiques, projectiles guidés, roquettes, filets, flammes, glace. Une seule balle marquée permet aux suivantes de poursuivre la même cible. L'objet incarne exactement la philosophie de Zorg. Accumuler les possibilités, dominer par la technique, faire de la destruction un produit séduisant. Il laisse les Mangalores essayer, puis révèle le piège. Les armes qui leur ont été confiées sont programmées pour exploser. Plusieurs mercenaires meurent tandis que Zorg s'éloigne. Les survivants, menés par Aknot, comprennent qu'ils ont été utilisés. Ils veulent toujours les pierres, mais ils veulent désormais aussi se venger. Zorg justifie son monde par le mouvement. Devant un religieux venu demander de la compassion pour les ouvriers licenciés, il provoque volontairement un désordre sur sa table. Un verre tombe, se brise, déclenche une suite d'interventions. Des machines nettoient, des employés accourent, des systèmes s'activent. Pour lui, le chaos crée du travail. La destruction serait donc une forme de vitalité. Son raisonnement paraît brillant pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un morceau de fruit lui reste coincé dans la gorge. Toutes ces machines continuent de fonctionner, aucune ne peut le sauver. Le prêtre qu'il méprisait intervient et lui permet de respirer. La scène ne réfute pas Zorg par un discours. Elle le place simplement à l'intérieur de sa propre théorie. Le désordre qu'il admire ne produit pas spontanément la bonne réponse. Il faut qu'un être humain voie sa détresse et choisisse de l'aider. Le film reviendra à cette différence dans le temple. Les éléments existent, le dispositif est prêt, mais sans une relation entre les personnes, rien ne s'active au moment décisif. Zorg reçoit ensuite un appel. La voix à l'autre bout n'a presque rien d'humain. Elle exige les pierres. Pour la première fois, l'assurance de l'industriel s'effondre. Du sang coule sur son front, son souffle se raccourcit, ses mains tremblent. La grande force obscure n'a pas besoin de se présenter dans son bureau. Quelques mots suffisent à rappeler à Zorg qu'il n'est pas un partenaire. Il est un outil jetable. Dans l'appartement de Cornelius, Lilou récupère rapidement. Elle parcourt des encyclopédies sur un écran, absorbant les connaissances à une vitesse impossible. David lui apporte des vêtements. Le costume de bande de sa reconstruction, conçu comme une protection médicale minimale, laisse place à une tenue plus pratique. Pantalon clair, haut blanc, bretelles orange. Jean-Paul Gaultier a créé pour le film des centaines de silhouettes qui rendent le futur immédiatement lisible sans l'uniformiser. Chez Lilou, les lignes simples et les couleurs franches permettent à son corps d'exister autrement que comme le résultat d'une expérience. Son apprentissage produit des moments comiques parce qu'il va plus vite que les explications. Elle découvre les mots, les usages, la nourriture, le maquillage. Pourtant, chaque sourire reste traversé par sa mission. Le temps n'est pas suspendu. L'entité noire continue sa route. Corben, lui, revient dans son appartement avec un taxi hors d'usage et une situation professionnelle détruite. Il retrouve les mêmes murs trop proches, son chat et les messages de sa mère. Elle lui reproche de ne pas appeler, commande sa vie sentimentale, se plaint du monde. Corben essaie de l'interrompre, sans succès. Après la poursuite aérienne, cette conversation est presque plus difficile à maîtriser. La police a retrouvé son véhicule et remonte jusqu'à son adresse. L'homme de main de Zorg lui facilite la tâche en lançant une fausse accusation de trafic d'uranium. Son objectif n'est pas de livrer Corben à la justice, mais de le faire disparaître assez longtemps pour prendre son identité et voyager vers Floston. Les agents préparent leur contrôle sans savoir que plusieurs visiteurs vont bientôt transformer l'appartement en cachette. Cette menace ne signifie pas que Corben souhaite reprendre du service. Tout ce qu'il fait vise au contraire à préserver sa vie ordinaire, aussi étroite soit-elle. Il remet de l'ordre, nourrit son chat et essaie d'ignorer les complications accumulées. Puis le général Munro entre chez lui avec plusieurs soldats. Munro connaît l'ancien major. Il sait que Corben maîtrise les armes, le pilotage et les opérations discrètes. Il connaît aussi son dossier. Décoration, mission réussie, expérience au combat. Le gouvernement a besoin d'un homme capable d'approcher Plavalaguna sans attirer l'attention. Le plan consiste à truquer un concours radiophonique. Corben gagnera officiellement un voyage pour deux à Floston Paradise.
Sous cette couverture, il devra récupérer les 4 pierres pendant le récital de la diva. Corben refuse presque avant la fin de l'explication. Il a quitté l'armée pour une raison. Munro ne lui demande cependant pas vraiment son avis. Le danger concerne toute la planète et l'ordre de mobilisation est déjà prêt. Au même instant, une émission de radio annonce le gagnant du concours. Dans tout New York, la voix de Ruby Rhod transforme le résultat en événement. Ruby est une célébrité interplanétaire qui parle plus vite que la plupart des gens ne pensent. Il accompagnera le vainqueur, commentera ses réactions, occupera chaque silence. Pour une mission censée rester discrète, le choix semble absurde. C'est précisément ce qui le rend crédible. Personne n'imaginerait qu'une opération militaire puisse se cacher au centre d'un spectacle aussi voyant. Le nom tiré au sort est celui de Corben Dallas. Sa mère entend l'annonce et l'appelle immédiatement, bouleversée qu'il est prévu de partir sans elle. Corben tente d'expliquer qu'il vient lui-même de l'apprendre. Elle ne le croit pas. Munro et ses hommes restent autour de lui, silencieux, pendant qu'il subit une nouvelle vague de reproches familiaux. L'ancien commandant capable de garder son calme sous le feu ne trouve aucune défense contre cette voix au téléphone. Cornelius a entendu la même émission. Il comprend que le gouvernement a identifié le rendez-vous de Flowstone et choisi son agent. Il ignore encore que cet agent est l'homme qui a sauvé Lilou. Pour le prêtre, laisser l'armée contrôler le 5e élément serait trop risqué. Les autorités pensent en termes d'armes, de possession et de chaîne de commandement. Cornelius pense en termes de devoirs sacrés. Il décide de prendre les billets et d'emmener Lilou lui-même. Il arrive chez Corben avec David et Lilou quelques instants après le départ des soldats. La rencontre produit une reconnaissance immédiate. Corben voit la femme tomber dans son taxi, désormais debout, souriante, vêtue pour le voyage. Lilou voit l'homme qui l'a aidé sans comprendre pourquoi. Cornelius voit surtout une complication. Corben apprend que Lilou doit se rendre à Flowstone. La coïncidence lui révèle enfin qu'elle se trouve au centre de la mission proposée par Munro. Il hésite pourtant à repartir au combat. Chaque ancienne mission présentée comme un moyen de sauver le monde lui a surtout coûté des amis. Le contrôle policier commence alors dans l'immeuble. Corben cache Lilou dans la douche escamotable et Cornelius dans le lit, qui disparaît à l'intérieur du mur. Les agents consultent une ancienne photographie sur laquelle il porte les cheveux longs et la barbe. Sa carte de visite se retrouve collée sur la porte du voisin, dont le visage couvert de mousse ressemble suffisamment à l'image. L'homme refuse brutalement d'obéir. Les policiers l'emportent à la place de Corben. Après leur départ, Corben est prêt à accompagner Lilou, peut-être par devoir, certainement aussi parce qu'il ne veut pas la laisser repartir sans protection. Cornelius n'attend pas qu'il fixe ses conditions. Il l'assomme une deuxième fois, s'empare des billets et quitte l'appartement. Le prêtre croit avoir neutralisé un obstacle. En réalité, il vient d'offrir à Corben la seule raison qui pouvait transformer une mobilisation forcée en choix personnel. Lorsqu'il reprend conscience, Munro est encore joignable. Corben accepte la mission. Il ne demande ni meilleure couverture ni renfort supplémentaire. Il veut simplement arriver à l'aéroport avant Cornelius. Pendant ce temps, les Mangalore cherchent eux aussi un passage vers Flowstone. Ils ont compris que le concours fournit la route la plus directe. L'un d'eux modifie son apparence pour se présenter comme Corben Dallas. L'assistant de Zorg poursuit le même objectif avec un autre candidat. En quelques heures, un voyage pour deux est devenu le point de convergence d'une opération militaire, d'une mission religieuse, d'une vengeance mercenaire et d'un industriel terrorisé par son maître. Le danger cosmique reste lointain, presque immobile dans le ciel. Sur Terre, en revanche, tout accélère. Chacun veut atteindre la même cantatrice pour une raison différente. Personne ne possède encore les pierres. Et Lilou, que tous décrivent déjà comme une arme, est la seule à ne chercher ni pouvoir ni récompense. Elle essaie seulement d'arriver à temps. À l'aéroport spatial, la foule transforme cette course secrète en spectacle. Des familles se pressent sous les annonces, des employés orientent les voyageurs, des caméras attendent le gagnant du concours. La sécurité vérifie les identités avec une précision que les imitateurs de Corben ont sous-estimée. Le Mangalore envoyé pour prendre sa place se présente sous un visage humain approximatif. Son déguisement peut tromper un regard pressé, pas les appareils de contrôle. La photographie, la taille et la structure du visage ne correspondent pas. L'agent de Zorg connaît le même échec. Tous ont le nom du voyageur, aucun ne possède son identité. Cornelius arrive avec Lilou et les billets volés. Il croit avoir devancé Corben. Mais l'ancien major connaît les procédures et les points de passage. Il intercepte le prêtre, reprend ce qui lui appartient et rejoint Lilou avant l'embarquement. Elle répète avec enthousiasme l'un des premiers mots administratifs qu'elle a appris, multipass. Le terme est banal, presque ridicule à côté de la mission, mais elle le prononce avec la fierté d'une personne qui vient d'acquérir une petite autonomie dans un monde neuf. Corben pourrait remettre Lilou à Munro. Il pourrait expliquer que l'être recherché se trouve devant lui et laisser l'armée organiser la suite.
Il choisit au contraire de maintenir la couverture. Aux yeux des caméras, elle devient simplement la personne qui l'accompagne pendant ses vacances gagnées à la radio. Cette décision lui permet de rester près d'elle et évite qu'elle retourne dans un laboratoire sous surveillance. Cornelius n'a plus de billets. Il confie à David la clé transmise par les Mondoshawan et lui ordonne de gagner le temple égyptien. Si les pierres sont récupérées, le mécanisme devra être prêt. Le jeune assistant part vers la seule destination où la victoire peut devenir possible. Cornelius, incapable d'abandonner Lilou, trouve un moyen de se glisser à bord. Les Mangalore ne renoncent pas non plus. La voie officielle leur est fermée. Ils utilisent les accès de service et s'embarquent clandestinement. Leur présence change la nature du voyage. Zorg voulait les éliminer après leur échec, mais il a créé un groupe qui connaît son objectif, possède ses armes et n'a plus aucune raison de lui obéir. Puis Ruby Rhod apparaît. Il arrive entouré d'assistants, de micros et de gestes plus rapides que les objectifs des caméras. Sa tenue défie toute discrétion. Sa coiffure s'élève comme une sculpture. Sa voix passe de la confidence au cri. Et chaque réaction de Corben devient immédiatement un contenu destiné à des milliards d'auditeurs. Ruby ne demande pas si son invité veut parler. Le silence est pour lui une matière à remplir. Chris Tucker joue le personnage à une fréquence qui semble appartenir à une autre espèce. Le contraste avec Bruce Willis fait tout le travail. Corben économise ses mots, Ruby les dépense avant même de savoir s'il en aura besoin. L'un voudrait disparaître dans la foule, l'autre transforme sa présence en phénomène public. Pourtant, Ruby n'est pas seulement une interruption comique. Son émission fournira une ligne directe entre la catastrophe de Flowstone et la population qui l'écoute. La mission la plus secrète du gouvernement va se dérouler en direct, presque malgré elle. À bord du vaisseau, les voyageurs découvrent une compagnie aérienne qui traite le trajet spatial comme un mélange de croisière et de publicité. Les hôtesses sourient avec une précision professionnelle, les compartiments de repos se ferment automatiquement, les consignes promettent un confort total. Le futur possède des moteurs capables de quitter la Terre, mais il continue à vendre le voyage par les mêmes gestes rassurants. Corben essaie de dormir. Ruby poursuit son émission. La cabine s'agite, le personnel veille à ce que le gagnant profite de chaque privilège. Lilou, elle, mange avec l'appétit de quelqu'un dont le corps vient d'être entièrement reconstruit. Elle découvre les saveurs à grande vitesse, avec une joie qui ne demande aucune explication. Ces quelques minutes sont peut-être les plus libres de son existence. Personne ne lui tire dessus, aucune vitre ne l'enferme, aucune prophétie ne lui demande encore d'agir. Cornelius se cache parmi les espaces réservés à l'équipage et aux bagages. Les Mangalore restent invisibles. Le vol paraît paisible, mais presque tous les camps engagés dans la recherche des pierres se trouvent déjà dans le même appareil. Quand le vaisseau approche de Flowstone, le décor change d'échelle. La planète offre une mer lumineuse et une atmosphère de vacances permanente. Au-dessus de l'eau flotte un hôtel immense, construit comme un paquebot suspendu. Flowstone Paradise promet aux voyageurs un monde sans effort. Plages, spectacles, services impeccables, luxe disponible à toute heure. C'est un club méditerranéen envoyé dans les étoiles, exactement le genre de destination qu'un adolescent pourrait inventer pour s'évader d'un quotidien trop étroit. Le récit avait commencé dans un temple couvert de poussière. Il arrive maintenant dans un palais de loisirs où personne ne veut penser à la fin du monde. Ce déplacement n'affaiblit pas la menace, il la rend plus étrange. Le salut de la Terre dépend d'une cantatrice qui va chanter devant des touristes en tenue de soirée pendant que des mercenaires circulent dans les couloirs. Ruby accueille l'arrivée comme un triomphe personnel. Il commente la vue, le service, le silence de Corben. Les micros restent ouverts. Corben cherche surtout à repérer les accès, les sorties, le personnel de sécurité. Ses anciennes habitudes reviennent sans déclaration. Dans une salle inconnue, il compte les portes avant de regarder le décor. Slelou sait où aller. Plavalaguna lui a donné rendez-vous après le concert. Elle se sépare de Corben et gagne les quartiers de la diva. Cornelius, qui a réussi à entrer dans l'hôtel, la rejoint discrètement. Le prêtre veut encadrer chaque étape, mais Lilou n'a plus besoin d'être guidée comme à son réveil. Elle comprend la mission mieux que lui. Corben est entraîné vers sa suite, puis vers les préparatifs de l'émission. Ruby lui demande des réponses enthousiastes, lui présente des invités, l'oblige à occuper un rôle qu'il n'a jamais accepté. L'ancien soldat se retrouve au centre de l'attention, alors que son efficacité dépendait autrefois de sa capacité à agir sans être vu. Il supporte l'épreuve avec un mélange de patience et d'irritation. La diva Plavalaguna arrive enfin. Sa peau bleue, sa haute silhouette et les prolongements qui encadrent sa tête lui donnent une présence à la fois étrangère et immédiatement majestueuse. Maifen lui prête son corps, tandis que la soprano Invamula donne sa voix à la première partie de la performance. Le choix d'une cantatrice comme gardienne des pierres unit la structure du récit à la musique. Ce qui doit sauver la planète voyage à l'intérieur d'un être dont la fonction publique consiste à faire circuler le souffle. Avant le concert, Plavalaguna voit Lilou.
Leur rencontre n'a pas besoin d'une longue explication. La diva sait qui elle est et ce qu'elle devra accomplir. Leeloo, malgré sa force, reste devant elle comme une jeune personne qui cherche une confirmation. Plavalaguna ne lui remet pas encore les pierres. Le transfert doit avoir lieu après la représentation, à l'abri du mouvement de la foule. Dans les couloirs de service, les Mangalore préparent leur attaque. Ils ne sont pas des stratèges subtils, mais ils sont lourdement armés et connaissent leur cible. Aknod distribue les positions. Leur priorité est de trouver la cantatrice et de s'emparer de ce que Zorg n'a pas réussi à obtenir. Zorg apprend de son côté que les pierres sont bien à Floston. Il décide de s'y rendre personnellement. Son choix trahit la peur. Jusque-là, il envoyait d'autres êtres tuer, voler et mourir à sa place. L'appel de la force obscure a supprimé cette distance confortable. Il doit maintenant entrer dans le désordre qu'il croyait pouvoir administrer depuis son bureau. Dans la salle de spectacle, les invités prennent place. Le président et ses conseillers suivent encore l'opération depuis la Terre. Ruby installe Corben près de lui, heureux d'avoir une célébrité silencieuse à faire réagir. Les lumières diminuent, la voix de Plavalaguna s'élève. Elle commence par l'air de la folie de Lucia di Lammermoor, une musique du 19e siècle transportée au 23e. Les premières phrases sont lentes, pures, presque sans poids. Le montage laisse le chant créer un espace que le reste du film refusait jusque-là. New York était saturé de moteurs, d'appels et de publicités. Ici, une salle entière accepte enfin de se taire. Leeloo ne regarde pas le spectacle. Dans les quartiers privés, elle poursuit sa préparation et vérifie les accès. Son écran d'apprentissage reste près d'elle. Depuis son réveil, elle absorbe l'histoire humaine par ordre alphabétique, image après image. Elle découvre les arts, les corps, les langues, les inventions. Elle découvre aussi une répétition de conflits dont elle ne mesure pas encore toute l'ampleur. La composition d'Eric Serra accompagne presque continuellement le film, passant de la fanfare au reggae, de l'électronique aux cordes, comme si ce monde ne pouvait exister dans un seul registre. Pendant la danse de la diva, ce principe atteint sa forme la plus visible. L'air classique glisse vers une section électronique d'une vélocité surhumaine. La voix devient rythme, les notes semblent dépasser les limites d'un corps. Au même moment, Leeloo rencontre les premiers assaillants. Le montage relie alors deux performances. Sur scène, Plavalaguna enchaîne les vocalises. Dans les couloirs, Leeloo frappe, esquive, tourne, utilise les murs et les armes de ses adversaires. Chaque mouvement répond à la musique. La femme que le laboratoire présentait comme un être fragile et parfait révèle une maîtrise du combat qui dépasse celle des soldats. Elle ne triomphe pas parce qu'un homme vient la protéger. Elle gagne seule, dans un espace étroit, contre plusieurs Mangalore. Corben, assis dans la salle, ignore encore l'affrontement. Il écoute. Pendant quelques instants, il n'est ni militaire, ni chauffeur, ni gagnant d'un concours truqué. Son regard vers la diva et son calme indiquent qu'il saisit la beauté de ce moment, sans chercher à la commenter. Puis un coup de feu traverse la représentation. Plavalaguna vacille. La musique s'interrompt. La salle ne comprend pas immédiatement ce qui vient d'arriver. Les Mangalore surgissent, tirent en l'air et prennent les spectateurs en otage. Les portes se ferment. Les gardes tombent. Ruby cesse enfin de parler. Le spectacle, la couverture et le plan de récupération disparaissent en une seconde. Les pierres sont toujours cachées. Leeloo se trouve de l'autre côté de l'hôtel, et la seule personne entraînée pour répondre à une attaque est assise au milieu des otages. Corben baisse la tête comme les autres. Il observe les armes, compte les assaillants, repère leur chef. Sa fatigue n'a pas disparu, sa réticence non plus. Mais la question de savoir s'il veut redevenir soldat n'a désormais plus d'importance. Quelqu'un doit agir avant que les Mangalore trouvent la diva. Il entraîne Ruby au sol et lui ordonne de rester silencieux. La consigne paraît simple, presque incompatible avec l'existence même de l'animateur. Autour d'eux, les Mangalore déplacent les otages, hurlent le désordre, tirent dès qu'un mouvement leur déplaît. Ils disposent de la puissance de feu, pas du contrôle. Leur attaque repose sur la peur et sur l'idée que personne n'osera répondre. Corben disparaît derrière les sièges. Il rampe jusqu'à un premier assaillant, l'isole et récupère son arme. Le geste est rapide, sans pose héroïque. Il n'a aucun intérêt à impressionner les otages. Il veut réduire le nombre de menaces avant que les autres comprennent où il se trouve. Ruby le suit malgré lui. Le microphone qu'il porte continue de transmettre. Sur Terre, les techniciens reçoivent les bruits de tir, les respirations, des fragments d'ordre. L'émission de divertissement devient un compte-rendu brut de l'attaque. Le président, Munro et les conseillers écoutent l'homme qu'ils ont envoyé accomplir une récupération discrète combattre au milieu d'une salle pleine de civils. Corben traverse les espaces de service, profite des angles morts et frappe avant d'être vu. Les Mangalore se dispersent pour le chercher, ce qui affaiblit la surveillance des otages. Ruby commande parfois à voix basse, par réflexe professionnel, puis se rappelle qu'une parole peut révéler leur position. Chaque fois qu'il panique, Corben le ramène au présent avec une instruction courte. Se baisser,
attendre, tenir une arme, ne surtout pas tirer sensible. Dans la suite de Plava Laguna, Lelu poursuit son propre affrontement. Elle a neutralisé plusieurs mercenaires. Mais d'autres arrivent. La pièce luxueuse est rapidement détruite. Les cloisons éclatent, les meubles deviennent des obstacles, les armes du ZF1 découpent le décor. Lelu utilise sa vitesse plutôt que la force brute. Elle attaque les articulations, détourne les canons, disparaît derrière une paroi avant que le tir suivant ne la trouve. Sa perfection n'est pourtant pas une invulnérabilité. Elle fatigue, saigne, ressent la douleur. Le laboratoire pouvait reconstituer son corps à partir de quelques cellules. Cela ne signifie pas que ce corps ne peut plus être blessé. Cette limite est importante parce qu'elle retire au cinquième élément le confort d'une solution automatique. Si Lelu échoue, aucune pierre ne pourra remplacer sa décision. Dans la salle, Aknot essaie de réorganiser ses hommes. Les Mangalore obéissent à une structure très directe. Tant que leur chef paraît fort, ils avancent. Dès qu'il hésite, leur agressivité se transforme en confusion. Munro avait fourni à Corben ce renseignement. Frapper la tête du groupe peut suffire à faire tomber le reste. Corben ne se précipite pas vers Aknot. Il ouvre d'abord un passage pour les civils, élimine les tireurs placés en hauteur et force les assaillants à déplacer leur attention. Il utilise tout ce que l'hôtel offre, des couloirs aux ascenseurs de service. Le décor de vacances devient un terrain d'opération. Les portes automatiques bloquent une ligne de tir, les cuisines fournissent des accès, les balcons permettent de changer de niveau. Ruby reçoit une arme et la tient comme un objet dangereux dont personne ne lui a expliqué la logique. Lorsque Corben lui demande de couvrir un passage, l'animateur passe de l'excitation à la terreur en un instant. Il appuie trop fort, ferme les yeux, manque de tirer au mauvais endroit. Corben récupère la situation avant qu'elle ne tourne au désastre. Leur duo fonctionne parce qu'il ne se transforme jamais magiquement en équipe militaire. Ruby reste Ruby. Son courage consiste à continuer malgré une peur qu'il exprime dans chaque geste. Plava Laguna, grièvement touchée, a été emportée hors de la scène. Corben la retrouve à l'écart de la salle, étendue au milieu des débris. Il lui demande où se trouvent les pierres. Elle pose une main sur son ventre. Au début, il croit qu'elle indique une poche ou une ceinture. Elle insiste. Les éléments sont cachés à l'intérieur de son corps. Le choix prend alors tout son sens. Aucun voleur ne pouvait les découvrir en fouillant une cabine ou en ouvrant un coffre. La diva était elle-même la cachette. La protection avait cependant un prix. Pour récupérer les pierres maintenant, Corben doit agir au moment où Plava Laguna meurt. Il plonge la main dans l'ouverture de son abdomen et retire les 4 objets gravés, enveloppés dans une matière protectrice. La scène reste brève. Elle ne cherche pas le choc graphique, seulement le poids du transfert. Une gardienne disparaît. Un autre porteur reçoit la responsabilité de continuer. Avant de mourir, Plava Laguna parle à Corben de Lelu. Elle a perçu ce que lui-même hésite encore à nommer. Il devra la protéger, mais surtout lui dire ce qu'il ressent. L'information paraît déplacée au milieu d'une attaque. Elle est pourtant aussi urgente que les pierres. La diva connaît la fonction du 5e élément. La puissance ne s'ouvrira pas par une commande technique. Corben confie les éléments à Ruby. L'animateur serre contre lui les 4 blocs dont dépend la Terre entière, toujours équipé de son microphone et vêtu comme pour une fête. Rien dans cette image ne ressemble à la transmission classique d'une arme sacrée. C'est le principe du film concentré en une seconde. Le sublime, le dangereux et le comique occupent le même cadre sans demander la permission. Aknot regroupe ses derniers hommes dans la salle. Les otages sont toujours menacés. Corben doit revenir vers eux, même si la mission de récupération pourrait l'inciter à fuir. Il ne suffit pas de posséder les pierres, il faut quitter Floston avec Lelu, Cornelius et autant de survivants que possible. Il prépare son approche. Un tir attire les gardes vers un côté. Une porte s'ouvre derrière eux. Corben surgit, atteint Aknot et le neutralise avant que les autres puissent se retourner. Leur chef tombe. Les Mangalore restants s'arrêtent presque ensemble. Leur volonté collective se brise avec l'autorité qui l'organisait. Ils lèvent les mains et se rendent. Ruby, qui s'attendait à une dernière fusillade, laisse éclater son soulagement dans le microphone. À l'autre bout de la transmission, la salle présidentielle comprend que Corben a repris le contrôle. Les otages sortent de leur position. Certains courent, d'autres restent immobiles, incapables de croire que l'attaque est terminée. Le personnel de sécurité tente de rétablir les communications. Corben ne célèbre rien. Il cherche les loups. Cornelius réapparaît et découvre les pierres entre les mains de Ruby. Pendant quelques secondes, le prêtre semble presque plus inquiet de la façon dont elles sont tenues que du combat qui vient d'avoir lieu. Il vérifie leur nombre. 4. Terre, eau, air, feu. Aucun élément ne manque. Corben lui demande où se trouvent les loups. Cornelius indique les quartiers de Plava Laguna. Ils se mettent en route, mais une nouvelle arrivée modifie encore la situation. Zorg vient d'atteindre Floston Paradise. Il a voyagé seul, à bord de son appareil privé, avec l'assurance pressée de quelqu'un qui pense pouvoir profiter du chaos créé par les autres.
Les Mangalore ont occupé la sécurité. Corben a concentré l'attention dans la salle. Les couloirs sont presque vides. Zorg entre dans l'hôtel sans rencontrer celui qui contrarie ses plans depuis le début. Même ici, les deux hommes ne partagent aucun espace. L'un sort d'une pièce quelques instants avant que l'autre y arrive, comme si leur choix se répondait sans jamais permettre la confrontation attendue. Dans la suite dévastée, Lilou vient d'achever son combat. Elle respire difficilement. Les corps des Mangalore jonchent le sol, les murs sont ouverts. La boîte destinée aux pierres est à portée de main. Elle croit disposer de quelques secondes. Zorg apparaît derrière elle. Le ZF-1 lui permet d'attaquer à distance. Lilou tente de se retourner. Trop tard. Le tir la projette contre une paroi. Zorg s'approche avec prudence, récupère la boîte et vérifie seulement son poids extérieur. Il ne l'ouvre pas. Son empressement l'empêche de voir que les pierres n'y sont plus. Lilou n'est pas morte. Blessée, elle se glisse dans un conduit pendant que Zorg prépare sa sortie. L'industriel place une bombe dans l'hôtel, règle le compte à rebours et repart avec la boîte vide. Il croit enfin avoir rempli sa mission. Comme lors de la transaction avec les Mangalore, il confond une enveloppe avec son contenu. Une alarme retentit dans tout Floston Paradise. La voix automatique annonce l'évacuation. Les clients qui célébraient encore la fin de l'attaque se précipitent vers les capsules de secours. Les couloirs se remplissent, les ascenseurs se bloquent. Le personnel tente de guider une foule prise de panique. Corben, Cornelius et Ruby voient le temps restant s'afficher. Ils pourraient rejoindre immédiatement les navettes. Les pierres sont avec eux, mais Lilou manque toujours. Corben refuse de partir sans elle. Il remonte vers la suite pendant que les autres cherchent une voie d'évacuation. La bombe de Zorg réduit chaque minute disponible, et l'hôtel entier commence à se vider autour de lui. Il avance à contre-courant des voyageurs. Passe les contrôles abandonnés, appelle Lilou dans les couloirs. Il la trouve finalement derrière une grille, recroquevillée dans un conduit. Ses blessures sont graves. La femme qui avait traversé les assaillants avec une vitesse presque irréelle ne peut plus marcher seule. Corben ouvre le passage et la prend dans ses bras. Elle se réveille assez pour le reconnaître. Il ne lui explique pas les pierres, la bombe ou le plan. Il lui dit simplement qu'il est revenu. Après tous ceux qui l'ont appelée arme, spécimen ou sauveuse, cette présence vaut davantage qu'une formule. Il la porte vers la sortie. Ruby et Cornelius rejoignent l'appareil privé laissé par Zorg. Les capsules publiques sont déjà saturées. Le vaisseau de l'industriel offre leur seule chance de quitter l'hôtel avant l'explosion. Corben arrive avec Lilou, l'installe à bord et prend les commandes. À cet instant, Zorg ouvre enfin la boîte qu'il a volée. Elle est vide. Son visage se fige. Le compte à rebours continue. Pour récupérer les pierres, il doit faire exactement ce que Corben vient de faire pour Lilou. Revenir dans un bâtiment condamné. La ressemblance s'arrête là. Corben est revenu chercher une personne. Zorg revient chercher des objets parce qu'il craint la voie qui les exige. Il fait demi-tour, croise les derniers groupes qui courent vers les capsules et entre dans l'hôtel presque désert. L'alarme répète le temps restant. Les portes se verrouillent les unes après les autres. Zorg avance avec son arme, persuadé que les pierres doivent encore se trouver quelque part dans la suite de Plavalaguna ou entre les mains d'un mercenaire survivant. Dans son vaisseau, Corben lance les moteurs. Ruby s'attache sans cesser de demander si l'appareil pourra décoller à temps. Cornelius protège les pierres contre sa poitrine. Lilou reste allongée, trop faible pour suivre ce qui se passe. La navette se détache de la plateforme au moment où les dernières capsules quittent l'hôtel. Zorg atteint la suite et comprend enfin que quelqu'un a pris les éléments avant lui. Il pourrait encore fuir, mais le compte à rebours est presque terminé. Il repère la bombe, s'agenouille devant son propre dispositif et ouvre le panneau de commande. L'homme qui vend des armes capables d'accomplir 10 tâches différentes doit maintenant empêcher une seule de ses créations de fonctionner. Les chiffres descendent. 5 secondes. 4. 3. Zorg coupe le mécanisme. L'alarme s'arrête. Dans le vaisseau qui s'éloigne, Corben observe l'hôtel intact. Ruby laisse échapper un cri de soulagement. Personne ne se comprend pourquoi l'explosion n'a pas eu lieu, mais quelques secondes supplémentaires viennent de leur être offertes. Zorg se relève. Il est seul au milieu des ruines, épuisé mais vivant. Son sourire revient. Il a survécu à son propre piège. Il croit encore pouvoir trouver une issue. Un Mangalore blessé ouvre alors les yeux. Avant l'assaut, les mercenaires avaient placé leur propre charge, indépendante de celle de Zorg. L'homme regarde l'industriel qui les a trahis, tend la main vers le déclencheur et active la bombe. Cette fois, il n'y a pas de compte à rebours à interrompre. Floston Paradise explose derrière le vaisseau. La structure se déchire, les flammes avalent les salles, les terrasses et la scène où chantait Plavalaguna. Zorg meurt sans avoir vu Corben, sans avoir touché les vraies pierres et sans avoir compris que le mal qu'il servait n'avait prévu aucune récompense. Il disparaît dans une conséquence fabriquée par ses propres choix. Recruter des mercenaires, les tromper, leur vendre des armes piégées, puis revenir au centre de leur vengeance.
La force noire qui approche de la Terre ne réagit pas à sa mort. Aucun ralentissement, aucun signe de regret. Zorg se pensait indispensable parce qu'il contrôlait des usines, des contrats et des armées privées. Pour son maître, il n'était qu'un intermédiaire. Le mal absolu n'a même pas besoin de le punir. Il lui suffit de le laisser récolter ce qu'il a mis en mouvement. Corben règle la trajectoire vers l'Égypte. Il connaît les bases du pilotage, mais l'appareil Zorg n'est pas conçu pour une fuite improvisée. Les systèmes demandent des codes, les communications sont saturées, la coque a subi le souffle de l'explosion. Ruby retrouve assez de voix pour annoncer à ses auditeurs qu'ils sont vivants. Son émission transporte aussitôt la nouvelle jusqu'à la Terre. Dans la salle du conseil, le président apprend que les 4 pierres ont été récupérées et que Corben revient avec Lilou. Le soulagement ne dure pas. L'entité a accéléré. Elle fonce désormais vers la planète comme si la destruction de Flowstone avait supprimé la dernière diversion. Les calculs ne laissent que quelques minutes après l'atterrissage. Cornelius essaie de soigner Lilou avec ce qu'il trouve à bord. Sa structure biologique facilite la récupération, mais ses blessures sont profondes. Elle ouvre les yeux, demande où ils vont. Le prêtre lui montre les pierres. La mission est encore possible. Lilou reprend son écran d'apprentissage. Depuis le laboratoire, elle parcourait l'histoire humaine comme on explore une immense bibliothèque. Les images défilaient vite, chacune ajoutant un mot à son vocabulaire et une pièce à sa compréhension. Dans le vaisseau, elle arrive à la lettre qui ouvre le mot « guerre ». Elle lance la séquence. Les archives montrent des soldats, des bombardements, des villes détruites, des corps emportés, des foules déplacées. Les siècles changent, les uniformes aussi, mais la logique reste reconnaissable. Les humains utilisent leur intelligence pour multiplier la portée des armes, puis donnent à la destruction des drapeaux et des raisons. Les loups voient des guerres mondiales, des massacres, des violences infligées à des civils. Elle voit que la planète qu'on lui demande de sauver a souvent organisé elle-même l'anéantissement de la vie. La musique ralentit. Son visage perd l'énergie curieuse qui accompagnait jusque-là chaque découverte. Elle ne cherche plus à apprendre plus vite. Elle essaie de comprendre comment la même espèce peut produire la voix de Plavalaguna et les images qui apparaissent devant elle. Le film aurait pu faire de cette séquence un argument abstrait. Il choisit au contraire la réaction physique. Les loups reculent, pleurent, ferment les yeux, mais les images sont déjà en elle. Sa mémoire exceptionnelle rend impossible le refuge de l'oubli. Elle n'a pas simplement vu un reportage. Elle a absorbé une histoire entière de cruauté au moment où son propre corps porte encore les blessures d'une attaque. Corben entend sa détresse. Il quitte brièvement les commandes et vient près d'elle. Les loups lui demandent à quoi sert de sauver la vie. Si les humains passent leur temps à la détruire. Il n'a pas de réponse préparée. Le soldat qu'il était a probablement participé à certaines des institutions qu'elle vient de découvrir. Il connaît la violence de l'intérieur. Lui dire que l'humanité est bonne serait faux. Lui dire que tout ira bien serait vide. Il essaie de lui rappeler ce qui existe à côté de la guerre, mais le temps et les mots manquent. Leur relation n'a eu que quelques heures pour se former. Corben l'a protégée, elle lui a fait confiance. Ils ont traversé un attentat ensemble. Cela ne suffit pas encore à répondre à des millénaires de destruction. Cornelius observe la scène avec inquiétude. Il avait toujours parlé du 5e élément comme de la pièce finale d'un dispositif. Le temple, les pierres, l'alignement, tout semblait relever d'une procédure transmise avec soin. Il découvre maintenant que la dernière étape possède une conscience. On ne peut pas exiger de Lilou qu'elle sauve un monde dont elle vient de mesurer la violence. La prophétie n'annule pas son jugement. Le vaisseau entre dans l'atmosphère terrestre. Les moteurs tremblent. Corben retourne au poste de pilotage, demande une trajectoire directe vers le désert et pousse l'appareil au-delà de ses limites. Ruby s'accroche. Cornelius maintient les pierres en place. Les loups restent silencieuses. La traversée du ciel ramène visuellement l'histoire vers son point de départ. Après les tours de New York, les lumières de l'aéroport et l'hôtel flottant, le désert paraît presque vide. Aucun trafic, aucune publicité, aucune foule. Seulement du sable, quelques ruines et le temple où les Mondoshawan avaient promis de revenir. David les attend à l'intérieur. Il a dégagé la chambre, préparé les emplacements et conservé la clé. Pendant que les autres affrontaient les Mangalore, sa tâche consistait à maintenir possible la dernière étape. C'est une fonction moins spectaculaire, mais sans elle, le groupe arriverait avec les bons objets devant une porte fermée. L'appareil descend trop vite. Corben corrige au dernier moment, frôle le terrain et pose le vaisseau dans un nuage de poussière. Les moteurs s'arrêtent. L'entité noire apparaît déjà dans le ciel énorme lancé vers la terre. Tous sortent. Corben porte les loups. Cornelius et Ruby prennent chacun des éléments. Ils courent vers l'entrée du temple tandis que David leur fait signe. Les vêtements conçus pour le luxe de Flowstone sont maintenant couverts de sang, de poussière et de cendres. Ruby, qui commençait la journée entourée d'assistants, transporte une pierre sacrée au milieu du désert.
Personne n'a le temps de remarquer l'absurdité de l'image. Dans la salle présidentielle, les scientifiques annoncent la distance restante. Les armes sont inutiles. L'expérience du croiseur l'a prouvé. Il n'existe aucun plan de secours. Le gouvernement le plus puissant de la planète ne peut qu'écouter une communication venue d'un temple vieux de plusieurs millénaires. Corben dépose Lilou près de l'autel central. Elle respire, mais ne répond presque pas. Cornelius place les 4 pierres sur leur socle, chacune orientée vers le centre. Les symboles correspondent. Pour la première fois depuis 1914, l'arme est entièrement réunie au bon endroit. Rien ne se passe. David cherche un mécanisme. Il examine les gravures, pousse les blocs, tente de tourner les socles. Cornelius récite ce qu'il connaît de la prophétie, mais les textes décrivent le résultat, pas la méthode. Des générations de prêtres ont protégé le secret sans jamais pouvoir tester le dispositif. Ils savent pourquoi les pierres existent. Ils ignorent comment les réveiller. Ruby demande s'il faut un bouton. Corben inspecte les rainures. Le temps continue de disparaître. La masse noire grossit sur les écrans du gouvernement. Le salut du monde se trouve enfin dans la chambre annoncée depuis le début. Les bons êtres sont présents, les pierres aussi. Et pourtant, l'ensemble reste inerte. La technologie de Zorg fonctionnait en multipliant les commandes. Ici, le mécanisme exige, au contraire, qu'une idée très ancienne soit comprise littéralement. 4 pierres, 4 éléments. David se penche vers le bloc de l'air. En parlant, il souffle sur sa surface. Les motifs s'ouvrent légèrement. Tout le monde s'immobilise. Il recommence. La pierre réagit. Ils n'ont pas besoin d'un code. Ils doivent offrir à chaque élément une trace de lui-même. La découverte transforme la panique en recherche concrète. David maintient son souffle sur la pierre de l'air jusqu'à ce que ses rainures se déploient. Une lumière apparaît à l'intérieur. Le premier élément est actif. Cornelius se tourne vers le bloc de la terre. Le temple en est rempli, mais l'évidence avait disparu derrière le mystère. Il prend un peu de poussière et de sable, les laisse tomber sur la surface gravée. La pierre s'ouvre à son tour. Pour l'eau, le groupe n'a ni bouteille ni source. La chaleur du désert et la course ont pourtant couvert Ruby de sueur. Quelques gouttes suffisent. Elle touche la pierre, qui réagit. L'animateur, terrifié quelques minutes plus tôt par l'idée de tenir une arme, vient d'activer une partie du salut avec la preuve la plus simple de sa propre peur. Il reste le feu. Corben fouille ses poches et trouve une boîte d'allumettes. Elles sont toutes consumées. Le bord de la pierre reste fermé. Cornelius cherche une autre source. David regarde autour de lui. Ruby parle trop vite. À l'extérieur, l'entité remplit maintenant le ciel. Corben secoue la boîte une dernière fois. Une allumette était restée coincée. Il la frotte. La flamme apparaît, petite et fragile, presque dérisoire face à une planète de feu. Il l'approche du bloc. Les motifs s'écartent. Les 4 pierres projettent leur énergie vers le centre. La logique matérielle est résolue. Il ne manque plus que Lilou. Elle est allongée dans l'axe des 4 faisceaux, mais rien ne traverse son corps. Corben la relève, lui explique que les éléments sont prêts et que la Terre va être détruite. Elle ne bouge pas. Son refus n'est ni une défaillance ni une faiblesse provoquée par ses blessures. Elle a compris la demande et elle n'accepte plus son principe. Pourquoi sauver une espèce qui transforme la vie en champ de bataille ? Pourquoi offrir encore 5000 ans à des êtres capables de produire les images qu'elle vient de voir ? Lilou ne demande pas si certains humains sont gentils. Elle pose une question plus dure. La vie mérite-t-elle d'être défendue quand ceux qui la reçoivent l'utilisent contre elle-même ? Cornelius invoque la mission. David regarde le ciel. Ruby supplie. Aucun de ses appels ne suffit. Le 5e élément n'est pas une batterie que l'on recharge par le devoir. Lilou a besoin d'une raison qui existe dans l'expérience, pas dans une prophétie. Corben se place devant elle. Il ne tente pas de nier les guerres. Il ne présente pas l'humanité comme innocente. Il parle de ce qu'il sait et de ce qu'il ressent. Depuis qu'elle a traversé le toit de son taxi, toutes ses décisions l'ont rapproché d'elle. Fuir la police, la porter chez Cornelius, accepter la mission, revenir dans l'hôtel condamné. Il avait d'abord agi par compassion, puis par attachement. Maintenant, il nomme enfin cet attachement. Il lui dit qu'il l'aime. Lilou hésite. Le mot appartient à son apprentissage, mais elle veut savoir ce qu'il signifie pour lui. Corben ne trouve pas une définition. Il la répète avec la maladresse d'un homme qui maîtrise mieux une arme qu'une déclaration. Puis il l'embrasse. Les 4 faisceaux entrent dans le corps de Lilou. Elle se redresse. Une lumière blanche jaillit d'elle, traverse l'ouverture du temple et monte dans le ciel. L'énergie frappe la masse noire à quelques instants de l'impact. L'entité s'arrête. Sa surface se solidifie. La lumière qui l'animait disparaît, laissant un corps sombre suspendu à une centaine de kilomètres de la Terre. Dans la salle du conseil, les instruments confirment que la menace ne progresse plus. On demande ce qu'est désormais l'objet. La réponse est presque comique après toute cette terreur. Une nouvelle lune. La fin établit donc clairement les faits. Le grand mal était une force vivante nourrie par la violence. Les 4 pierres canalisaient les éléments classiques.
Lilou était la 5e composante nécessaire pour unir leur énergie et la diriger. L'activation finale n'échoue pas à cause d'un secret technique, mais parce que l'être central retire son consentement. Corben ne crée pas sa puissance par le baiser. Il lui donne une raison de choisir la vie malgré ce qu'elle sait désormais de l'humanité. Cette nuance évite de réduire la scène à une commande romantique. Lilou n'est pas réveillée par un prince après une attente passive. Elle prend une décision morale. Elle a vu l'épreuve contre l'espèce humaine. Elle en reçoit une autre, très petite à l'échelle de l'histoire, mais directe. Un homme est revenu vers elle quand tout lui ordonnait de fuir, et il accepte enfin de se montrer vulnérable devant elle. L'amour ne blanchit pas les guerres. Il prouve seulement que la destruction n'est pas la totalité de l'expérience humaine. Le geste répond aussi à l'ouverture. En 1914, les Mondoshawans avaient confié une clé à un prêtre afin que la connaissance survive. 3 siècles plus tard, la clé a bien atteint David et ouvert le temple. Pourtant, la transmission du rituel ne suffisait pas. Les gardiens pouvaient préserver les pierres, les savants pouvaient reconstruire un corps, les militaires pouvaient organiser le voyage. La dernière étape dépendait d'une relation qu'aucune institution n'était capable de fabriquer à l'avance. Corben, Lilou, Cornelius, David et Ruby survivent. Les équipes gouvernementales les récupèrent dans le désert. Lilou est ramenée au laboratoire où elle avait ouvert les yeux pour la première fois. Cette fois, personne ne la traite comme un spécimen à enfermer. Elle entre dans la chambre de régénération avec Corben, tous deux épuisés par les blessures et le voyage. À l'extérieur, le président, Munro et plusieurs responsables attendent de pouvoir féliciter les héros. Le temps passe. Les techniciens hésitent à ouvrir la cuve. Le président, qui vient d'assister à la naissance d'une lune nouvelle et d'éviter l'anéantissement, s'impatiente devant une porte fermée. Il essaie même de parler à la mère de Corben. Elle ne croit pas vraiment que son fils vient de sauver la planète et traite la voie présidentielle comme une nouvelle complication absurde. Le responsable politique le plus puissant du monde se retrouve incapable de maîtriser une conversation que Corben lui-même subissait dans son appartement. La comédie revient aussitôt après l'apocalypse, non pour annuler l'émotion, mais pour rendre le monde à ses habitants. Lorsque les techniciens regardent enfin à l'intérieur de la chambre, ils comprennent pourquoi Corben et Lilou ne répondent pas. Les deux amants s'étreignent, entièrement absorbés l'un par l'autre. Les dignitaires peuvent attendre. Le dernier plan refuse une cérémonie publique. Pas de médaille, pas de discours, pas de foule devant laquelle le couple serait transformé en monument. Après avoir été poursuivi, étudié, blessé et chargé de sauver une espèce entière, Lilou dispose enfin d'un espace fermé qu'elle a choisi. La vitre du laboratoire, qui ressemblait au début à celle d'une cage, protège maintenant une intimité. Corben obtient lui aussi autre chose qu'un retour au statut de soldat. Munro l'avait rappelé pour ses compétences. Le monde aurait pu le célébrer comme une arme particulièrement efficace. La fin le retire au contraire du regard militaire. Son véritable accomplissement n'est pas d'avoir tué le chef Mangalore ou piloté le vaisseau de Zorg. C'est d'avoir prononcé une phrase qu'aucun entraînement ne pouvait rendre plus facile. Le 5e élément termine ainsi sa course au point exact où le gigantesque rejoint le quotidien. Une planète vivante vient d'être arrêtée par un faisceau cosmique, mais les portes restent fermées parce que 2 personnes veulent quelques minutes seules. Le futur peut empiler les gratte-ciel, les vaisseaux, les armes et les réseaux de communication. Ce qui décide du dernier instant reste une relation impossible à industrialiser. Cette conclusion est heureuse, mais elle ne répond pas complètement à la question de Lilou. La nouvelle lune ne supprime aucune archive de guerre. Les institutions responsables de la violence existent encore, et Zorg n'était qu'un industriel parmi d'autres. La Terre est sauvée parce que Lilou accepte de croire que la capacité d'aimer mérite une nouvelle chance. Le film ne prouve pas que l'humanité utilisera bien cette chance. Ce qui est certain, c'est que la force obscure avait parié sur une logique simple. Confronter le 5e élément à la violence humaine finirait par le neutraliser. Le pari a presque réussi. Les Mangalore ont blessé Lilou. Les archives ont achevé de la décourager. La réponse ne vient pas d'une innocence retrouvée, mais d'une contradiction. Les humains peuvent détruire, et ils peuvent aussi risquer leur vie pour quelqu'un qu'ils connaissaient à peine. Les deux vérités restent présentes. Voilà pourquoi le premier choix de Corben dans le taxi compte davantage après la fin. Lorsqu'il décide d'aider Lilou, il ignore sa nature et sa valeur stratégique. Il ne sauve pas encore la Terre, il répond à une personne. Si son geste avait dépendu de la découverte qu'elle était le 5e élément, sa déclaration finale aurait pu ressembler à une récompense pour une mission. Parce qu'il agit avant de savoir, Lilou peut croire que son amour ne s'adresse pas seulement à ce qu'elle était capable d'accomplir. Le récit boucle donc sa question sans effacer son inquiétude. La vie n'est pas déclarée pure. Elle est déclarée digne d'être défendue parce qu'elle contient encore la possibilité de choisir autrement
parfois au dernier instant, avec une seule allumette et quelques mots difficiles à dire. Cette idée devient plus nette lorsqu'on regarde les deux hommes placés de part et d'autre de Lilou. Corben et Zorg ne se rencontrent jamais. Ils ne s'échangent aucune menace, ne se disputent pas les pierres face à face et n'obtiennent même pas la satisfaction de connaître précisément leur adversaire. Leur opposition se construit par les choix qu'ils font dans des situations semblables. Tous deux sont compétents. Corben sait piloter, combattre et improviser. Zorg dirige une industrie gigantesque, manipule des mercenaires et possède une technologie bien supérieure à celle des gens qui l'emploient. Tous deux reviennent dans Floston alors que la bombe tourne. Corben cherche les loups, Zorg cherche les pierres. L'un repart avec une personne blessée et les autres membres du groupe. L'autre reste seul avec une boîte vide. La narration n'a pas besoin d'organiser un duel, parce que cette symétrie a déjà rendu son verdict. Corben possède la tendance inverse. Il essaie de rester hors des affaires du monde, mais dès qu'une conséquence se présente devant lui, il intervient. Il arrête son taxi pour Lilou. Il protège les otages alors qu'il pourrait se contenter des pierres. Il revient dans l'hôtel. Sa force ne tient donc pas seulement à son entraînement. Elle tient à une incapacité presque obstinée de laisser une personne payer seule lorsque lui peut encore agir. Cette différence éclaire aussi l'absence d'une grande confrontation avec la masse noire. Aucun pilote ne pénètre dans son cœur. Aucune armée ne trouve un point faible. La première attaque militaire l'a fait grandir. Une réponse fondée sur la domination reproduirait exactement la logique qu'elle absorbe. Pour vaincre cette entité, il faut réunir des éléments qui ne fonctionnent qu'en relation, puis convaincre un être vivant de choisir librement leur usage. Le mot parfait, appliqué à Lilou dans le laboratoire, mérite alors d'être entendu avec prudence. Les chercheurs admirent la densité de ses cellules et la symétrie de son corps. La caméra, les employés et même certains personnages la regardent souvent comme une apparition physique avant de la reconnaître comme une personne. Sa première tenue souligne cette exposition. Le récit lui donne en même temps une langue propre, une mémoire, une puissance de combat et, au temple, le pouvoir de refuser. Ces deux mouvements ne s'annulent pas. Lilou reste enfermée dans une représentation très sexualisée, et sa relation avec Corben se forme à une vitesse imposée par la course contre la fin du monde. Certains regards critiques ont justement relevé que les femmes sont rares dans cet univers et souvent réduites à des fonctions de service, de spectacle ou de désir. Les hôtesses, les employés de restauration et la foule de Floston prolongent souvent cette logique. Même la femme la plus puissante de l'histoire doit être convaincue par l'amour du héros masculin. Pourtant, plusieurs scènes résistent à une lecture entièrement passive. Lilou s'évade seule du laboratoire. Dans la suite de Plavalaguna, elle mène un combat que Corben ne voit pas et dont il ne peut pas revendiquer la victoire. Surtout, la fin dépend de son jugement. Tous les autres peuvent préparer le mécanisme. Aucun ne peut prendre sa décision. Sa question sur la guerre n'est pas un obstacle émotionnel ajouté pour retarder le faisceau. Elle oblige l'histoire à répondre de la violence spectaculaire qu'elle utilise depuis le début. La réponse reste imparfaite, volontairement simple. L'amour d'un homme ne répare pas l'histoire humaine. Il fournit une preuve locale contre le désespoir total. On peut trouver cette preuve insuffisante, et c'est précisément là que la fin reste discutable. Lilou ne conclut pas que l'espèce est devenue bonne. Elle accepte qu'une possibilité existe encore. La nuance tient moins au discours de Corben qu'à tout ce qu'il a déjà fait avant de prononcer le mot. Plavalaguna occupe une position complémentaire. Elle protège les pierres dans son propre corps et monte sur scène en sachant que plusieurs forces la recherchent. Sa performance n'est pas une parenthèse décorative. Elle retient publiquement l'attention pendant que Lilou se prépare à recevoir les éléments. Lorsque la diva meurt, elle transmet deux informations, l'emplacement matériel des pierres et la nécessité affective qui permettra au cinquième élément de fonctionner. Sa voix et son corps portent donc les deux moitiés de la solution. Cornelius, de son côté, découvre les limites de la foi organisée. Il a consacré sa vie à la prophétie, mais son savoir ne le rend ni infaillible ni toujours digne. Il empoisonnait maladroitement un archéologue en 1914 à travers son prédécesseur spirituel. 3 siècles plus tard, il assomme 2 fois l'homme qui deviendra indispensable. Sa certitude l'aide à reconnaître Lilou quand les scientifiques ne voient qu'un phénomène biologique, mais elle le pousse aussi à vouloir contrôler le trajet. Son évolution ne prend pas la forme d'une conversion spectaculaire. Il apprend à partager la mission. David prépare le temple. Corben dirige l'action. Ruby transporte une pierre. Lilou juge. Cornelius cesse progressivement d'être le détenteur exclusif du secret pour devenir un membre d'un groupe où chacun apporte une compétence très différente. David accomplit le paiement le plus discret. Au départ, il semble n'être qu'un assistant dépassé par la grandeur des événements. Cornelius l'envoie loin de l'action principale, vers un temple vide. Pourtant, c'est son souffle sur la pierre qui révèle le fonctionnement des éléments.
Sa découverte ne vient ni d'une illumination mystique ni d'un appareil scientifique. Il parle trop près du bloc, remarque la réaction et recommence. Le monde est sauvé en partie parce qu'un jeune homme observe correctement un petit changement. Ruby paraît plus éloigné encore du modèle héroïque. Sa peur est visible, son comportement exaspère Corben, son besoin de parler menace la discrétion. Il reste néanmoins présent. Il ne s'enfuit pas avec les premiers otages, garde les pierres confiées par Corben, monte dans le vaisseau et court jusqu'au temple. Sa sueur active l'eau. Ce détail comique a une logique généreuse. L'émotion dont il semblait devoir avoir honte devient une contribution nécessaire. Le président participe à la même redistribution. Sa fonction lui donne l'autorité d'envoyer un croiseur, de rappeler Corben et de coordonner les services. Elle ne lui donne pas la capacité de résoudre seule la crise. Après l'échec militaire, il doit écouter Cornelius. Pendant Flowstone, il doit suivre Ruby. Au dernier acte, il attend les gestes d'un groupe improbable dans le désert. Le pouvoir politique devient utile lorsqu'il accepte que la solution vienne d'ailleurs. Les Mangalore ne reçoivent pas une psychologie aussi développée, mais ils ne sont pas de simples extensions de Zorg. Ils ont été engagés, trompés et condamnés par des armes sabotées. Leur attaque de Flowstone reste meurtrière, pourtant leur vengeance possède une cause clairement installée. La seconde bombe, celle qui tue Zorg, est la conséquence exacte de son mépris. Il avait transformé des alliés dangereux en ennemis désespérés. La grande force obscure agit différemment. Elle ne promet rien, ne négocie pas réellement et ne se présente jamais sous une forme humaine. Son appel suffit à faire saigner Zorg. Cette absence de personnalité peut sembler simpliste, mais elle protège la fonction du mal dans le récit. Il ne s'agit pas d'un rival avec lequel conclure un accord. C'est une pulsion d'annulation, une force qui grandit quand on lui répond par ce qu'elle incarne. Les 4 éléments donnent à cette abstraction une réponse concrète. La terre vient du sol, l'eau d'un corps, l'air du souffle, le feu d'une allumette. Après des heures remplies de machines sophistiquées, aucune pierre ne demande une technologie rare. Les objets sacrés reconnaissent des matières ordinaires. La difficulté n'était pas de produire les éléments, mais de comprendre qu'ils étaient déjà présents autour du groupe. La même règle vaut pour le 5e. L'amour n'est pas livré une institution supplémentaire. Il se trouve déjà dans la suite de décisions qui a réuni les personnages. Le temple rend visible cette structure. 4 blocs séparés entourent l'Elou, comme Corben, Cornelius, David et Ruby, entourent une personne que chacun a appris à considérer autrement. Le futur de 2263 renforce ce contraste par son obsession de l'accumulation. Les appartements empilent leurs fonctions dans quelques mètres carrés. Les voies de circulation s'empilent entre les tours. Le ZF-1 empile les armes. Flowstone empile les loisirs. Zorg croit que davantage de fonctions produisent davantage de maîtrise. Le temple demande au contraire 5 présences précises, chacune à sa place. Même le motif du voyage repose sur 2 formes de mouvement. Les véhicules vont toujours plus vite. Taxi, navette, paquebot spatial, appareil privé. Mais la progression décisive est intérieure et beaucoup plus lente. Lilou apprend ce que sont les humains. Corben apprend à dire ce qu'il ressent. Ils arrivent au temple avant d'avoir complètement terminé l'un ou l'autre apprentissage. La catastrophe les oblige à agir avec une compréhension incomplète. Ce caractère inachevé donne au couple une énergie particulière. Corben n'est pas guéri de sa solitude par une révélation parfaitement formulée. Lilou n'est pas réconcilié avec toute l'histoire humaine. La chambre de régénération leur offre seulement un commencement, après une journée pendant laquelle le monde entier avait déjà décidé ce qu'il devait être. Le titre lui-même peut alors être entendu de 2 façons. Le 5e élément désigne littéralement l'Elou, l'être nécessaire au fonctionnement de l'arme. Mais sa puissance ne s'active que lorsqu'une qualité relationnelle traverse le dispositif. Le corps est l'élément. L'amour est ce qui lui permet de consentir à son rôle. Confondre les deux ferait de Lilou une simple incarnation romantique. Les distinguer conserve sa décision et explique pourquoi les pierres ne suffisent pas. La fabrication de cet univers suit une histoire aussi longue que son mélange de genres. Lorsque Besson commence à l'imaginer, il ne possède ni le budget ni l'infrastructure nécessaire pour construire New York dans les airs. Il développe d'abord le projet comme une échappée personnelle, un récit immense où un homme ordinaire gagne un voyage vers un paradis lointain. Les noms, le métier de Corben et la nature de Lilou changent au fil des versions. L'impulsion demeure, faire passer un individu fatigué d'un quotidien étroit dans un monde trop vaste pour lui. Au début des années 90, le scénario atteint environ 400 pages. Gaumont s'intéresse au projet, mais les sommes nécessaires effraient les partenaires. La préparation s'interrompt en 1992 et l'équipe se disperse. Besson réalise ensuite Léon, dont le succès lui permet de reprendre le 5e élément avec une version resserrée et un budget ramené à 90 millions de dollars. Cette histoire explique une partie de l'énergie visible. Le film n'a pas été conçu autour de quelques décors que l'on aurait ensuite agrandis.
Il vient d'une accumulation d'idées qu'il a fallu condenser sans leur retirer leur diversité. Bruce Willis avait été envisagé assez tôt, mais son coup semblait incompatible avec le redémarrage. Lorsque le projet repart, l'acteur accepte finalement un arrangement qui rend sa participation possible. Son image de héros d'action apporte immédiatement au public une confiance que le scénario peut ensuite fatiguer, interrompre et tourner en dérision. Corben n'a pas besoin de prouver pendant 1 heure qu'il sait se battre. Son visage suffit à installer cette capacité, laissant davantage de place à sa lassitude, à ses silences et à son embarras sentimental. Pour les loups, Besson rencontre plusieurs centaines de candidates avant de choisir Mila Jovovich. La performance demande une combinaison difficile. Il faut rendre crédible l'apprentissage accéléré, la puissance physique, la panique du réveil et une langue inconnue, sans réduire le personnage à une enfant. Les échanges pratiqués dans la langue inventée donnent de la continuité à son jeu. Quand Lilou parle avec colère à Cornelius ou supplie Corben dans le taxi, le sens passe par le rythme et le regard avant que le vocabulaire soit traduit. Gary Oldman, déjà dirigé par Besson dans Léon, construit Zorg dans une direction opposée à celle de Corben. Là où Willis retire les gestes inutiles, Oldman ajoute des inflexions, des pauses, une démarche, un accent difficile à situer. Le résultat correspond à un homme qui s'est fabriqué comme une marque. Même sa coiffure paraît issue d'un département de recherche et développement. Cette composition pourrait détacher Zorg du danger réel. L'appel de l'entité noire la casse brutalement. Il suffit que sa voix se réduise et que son corps tremble pour révéler la peur sous le spectacle. Ruby Rhod devait initialement être jouée par Prince, mais les calendriers n'ont pas permis cette rencontre. Chris Tucker obtient finalement le rôle et transforme l'animateur en flux continu. Ses costumes, sa voix et son mouvement ne cherchent jamais à se fondre dans le décor. Ruby agit comme une station de radio devenue personne. Le choix divise encore les spectateurs, parce que son intensité peut sembler épuisante. Elle produit pourtant le partenaire idéal pour Corben. Chaque retenue de l'un devient visible à côté de l'excès de l'autre. Pour construire la ville, Besson fait appel à Jean Giraud, connu sous le nom de Moebius, et à Jean-Claude Mézières. Leur bande dessinée avait déjà imaginé des métropoles verticales, des civilisations mêlées et des véhicules volants, loin de la propreté habituelle des utopies technologiques. Mézières apporte notamment l'idée visuelle du taxi naviguant dans une circulation aérienne dense. L'équipe réalise plus de 8000 dessins pendant la conception. Cette origine graphique se lit dans la netteté des silhouettes. Un véhicule, un uniforme ou un visage secondaire doit pouvoir être reconnu en 1 seconde, même lorsque le cadre contient 50 informations. Les taxis jaunes restent des taxis jaunes au milieu du ciel. Les policiers portent des formes massives qui évoquent leur fonction avant qu'ils parlent. Les Mangalores ressemblent à des soldats usés, lourds, adaptés à la force plutôt qu'à l'élégance. Besson refuse aussi de cacher le futur dans l'obscurité. Une grande partie de New York et de Floston est montrée en plein jour, avec des couleurs franches. La lumière révèle les maquettes, les costumes, parfois même l'artificialité assumée du monde. Ce choix distingue l'univers de nombreux vaisseaux sombres et couloirs métalliques de la science-fiction. Ici, l'avenir n'est pas menaçant parce qu'on le voit mal. Il est vertigineux parce qu'on voit tout à la fois. Les décors urbains puisent dans les architectures modulaires des années 60 et dans les visions futuristes d'Antonio Santeglia. Les immeubles ne forment pas simplement un arrière-plan. Ils organisent une société où les riches montent vers les espaces clairs, tandis que la circulation, la brume et les déchets s'accumulent dans les niveaux inférieurs. La poursuite de Corben descend littéralement à travers cette hiérarchie. Le tournage ne pouvait pas avoir lieu en France faute d'installations adaptées à cette échelle. Il s'établit principalement à Pinewood, en Angleterre, sur 7 plateaux, dont le vaste plateau 007. Les extérieurs égyptiens sont filmés en Mauritanie, tandis que la séquence d'opéra utilise le Royal Opera House de Londres. Ces lieux réels donnent des textures différentes aux 3 pôles du récit, la pierre et le sable pour la prophétie, la construction industrielle pour New York, le prestige théâtral pour Plava Laguna. La production avec les acteurs dure environ 21 semaines. Bruce Willis termine son travail avant que Gary Oldman commence le sien. Cette organisation rend encore plus remarquable leur opposition sans rencontre. Le montage crée une rivalité à partir de scènes tournées séparément, comme la mécanique du récit créait déjà un conflit à partir de conséquences parallèles. Jean-Paul Gaultier conçoit les costumes. Pour les seules scènes de Floston, des centaines de tenues d'extras sont vérifiées chaque matin. Cette profusion ne sert pas uniquement à afficher un budget. Elle fait croire que chaque voyageur vient avec ses habitudes, sa classe sociale et son idée personnelle du luxe. Le hall de l'hôtel ne ressemble jamais à une foule habillée par le même futur. Les personnages principaux reçoivent des lignes immédiatement identifiables. Les bandes blanches de Lilou évoquent la médecine qui l'a reconstruite tout en exposant le regard posé sur son corps.
Ses bretelles oranges reprennent ensuite la couleur de ses cheveux et lui donnent une silhouette mobile. Zorg porte une élégance contrôlée, coupée par l'élément transparent sur sa tête. Ruby change presque de genre visuel à chaque apparition, refusant les frontières ordinaires entre vêtements masculins, bijoux et sculptures. Les effets spéciaux reposent sur 3 ensembles, les effets mécaniques et pyrotechniques, les créatures, puis les images visuelles. Digital Domain participe à la partie numérique, mais New York n'est pas seulement construite dans un ordinateur. Des dizaines de blocs d'appartements et 25 gratte-ciel miniatures sont fabriqués, certains atteignant environ 6 mètres. Une équipe de 80 personnes travaille plusieurs mois sur ces modèles. Le détail le plus coûteux en temps n'est pas toujours celui que le public remarque. Les fenêtres demandent des meubles minuscules, des stores, des sources de lumière et des images placées derrière le verre. C'est précisément ce travail presque invisible qui empêche les tours de ressembler à des façades vides. Lorsque le taxi passe devant elles, la ville semble continuer au-delà de l'action. Des caméras contrôlées mécaniquement traversent les maquettes. Leurs mouvements sont ensuite utilisés pour intégrer les véhicules numériques, les arrière-plans et les flux de circulation. Les files de voitures volantes fonctionnent en partie comme des systèmes de particules. Elles deviennent un courant collectif plutôt qu'une suite de véhicules animés un par un. La technique correspond au thème visuel. Corben ne conduit pas au-dessus d'une ville immobile. Il s'insère dans un organisme congestionné. La reconstruction de Lilou combine elle aussi plusieurs méthodes. Le squelette, les tissus et la peau apparaissent par étapes, avec des modèles mathématiques et des images numériques qui rendent le processus suffisamment lisible pour que le spectateur comprenne ce que la machine accomplit. L'effet garde aujourd'hui une valeur particulière parce qu'il ne cherche pas à reproduire un corps réel d'un seul coup. Il met en scène une fabrication, donc une légère étrangeté appartient naturellement à l'image. La musique d'Eric Serra est présente pendant presque tout le voyage. Elle ne cherche pas une unité classique. Une fanfare autoritaire accompagne l'aéroport, des influences reggae traversent le départ, des cordes soutiennent la reconstruction, des sons venus d'Afrique du Nord accélèrent la poursuite du taxi. Le monde du film est trop hybride pour recevoir un seul langage musical. La danse de Plava Laguna concentre cette méthode. L'air de Donizetti commence dans une tradition opératique identifiable, portée par la voix d'Inva Moula. La section électronique pousse ensuite le chant vers des enchaînements impossibles à produire de cette façon sur scène. Le montage de la voix, du corps de Maïwen et du combat de Lilou crée un être artistique qui n'appartient entièrement à aucune interprète. Plava Laguna est elle-même un assemblage, comme la ville et comme le film. Voilà pourquoi la séquence reste souvent l'image la plus citée, même par ceux qui oublient des détails de l'intrigue. Elle ne suspend pas l'histoire pour offrir un numéro. Elle résume le projet esthétique, une œuvre du répertoire européen, un montage électronique, une créature bleue, un combat d'action et une salle de luxe futuriste avancent sur le même rythme. L'excès devient cohérent parce que chaque élément accepte la présence des autres. Lors de sa sortie, cette cohérence n'a pourtant rien d'évident pour tout le monde. Le 5e élément ouvre le Festival de Cannes le 7 mai 1997. Gaumont transforme la présentation en événement démesuré, avec un espace immense, une mise en scène futuriste, un défilé de Gautier et un feu d'artifice. Le lancement ressemble au film, trop grand pour rester une simple projection, heureux de mêler cinéma, mode et spectacle public. Le risque financier est réel. Avec environ 90 millions de dollars de budget, il s'agit alors de la production européenne la plus coûteuse jamais réalisée. Le film est français, produit par Gaumont, réalisé et conçu par Besson, photographié par Thierry Arbogast, monté par Sylvie Landra et accompagné par la musique de Serra. Il est cependant tourné en anglais avec une vedette américaine et vise directement le marché mondial. Cette double identité explique autant son ambition que certaines réactions. Pour une partie de la critique, le mélange paraît libérateur. La couleur, l'humour, les costumes et l'invention visuelle offrent une science-fiction qui ne ressemble ni à une copie sérieuse de Star Wars, ni à un futur industriel sombre. Roger Ebert lui reconnaît notamment la richesse de ses images et son plaisir extravagant, même s'il trouve le voyage long. D'autres spectateurs accueillent Ruby, Zorg et la diva comme les expressions différentes d'un même monde excessif. Pour d'autres, les éléments ne fusionnent jamais. Le mythe semble naïf, l'action trop familière, la romance trop rapide, l'humour trop bruyant. Certains critiques américains voient une tentative européenne d'imiter le grand spectacle hollywoodien sans en maîtriser l'équilibre. La performance de Chris Tucker devient un point de fracture à elle seule. Invention comique irrésistible pour les uns, interruption permanente pour les autres. Cette division n'est pas un accident extérieur. Elle vient de la forme. Et le film demande d'accepter qu'un massacre dans un hôtel puisse être suivi d'une plaisanterie, qu'une prophétie millénaire dépende d'une allumette, que le héros le plus silencieux voyage avec l'homme le plus sonore de la galaxie.
Refuser l'un de ces registres fragilise l'ensemble. Les accepter permet de voir que la variation est précisément l'unité recherchée. Le public répond largement présent. Le film démarre en tête en France et conserve la première place pendant plusieurs semaines. Il attire environ 7 700 000 spectateurs dans les salles françaises. Dans le monde, ses recettes dépassent 263 millions de dollars, près de 3 fois son budget. Environ les 3/4 proviennent de l'extérieur des États-Unis, ce qui confirme que son identité internationale n'est pas une simple stratégie de présentation. Pendant des années, il reste une référence majeure du succès français à l'étranger. Son parcours commercial montre qu'une production européenne pouvait construire un spectacle de science-fiction à très grande échelle sans effacer complètement ses influences de bande dessinée, de mode et d'opéra. Cette réussite ouvre moins une formule facilement reproductible qu'une possibilité. Le blockbuster n'est pas obligé d'avoir une seule nationalité esthétique. Les récompenses techniques reconnaissent notamment les effets, la photographie et le travail sonore. Mais l'héritage se mesure surtout à la persistance des images. Le taxi jaune entre les tours, les cheveux orange de Lilou, le col de Zorg, les costumes de Ruby et la silhouette bleue de Plava Laguna restent identifiables hors de leur contexte. En 2007, la Visual Effects Society inclut le film dans une liste consacrée aux effets visuels les plus influents. Avec le temps, la notion de classique culte s'impose. Le mot culte convient parce que l'attachement ne repose pas sur un consensus tranquille. Les admirateurs aiment souvent le film avec une intensité proportionnelle à ce que ses détracteurs lui reprochent. Son goût du trop-plein, ses ruptures et sa sincérité romantique ne sont pas des détails que l'on pourrait retirer pour obtenir une version plus universelle. Ils sont la matière même de l'expérience. Cette affection ne dispense pas d'examiner ce qui résiste moins bien. La ville affiche une diversité d'espèces, d'accents et de styles, mais les rôles féminins restent peu nombreux. Beaucoup de femmes apparaissent dans des fonctions de service très sexualisées. Lilou entre dans l'histoire sous les regards d'hommes qui évaluent son corps. Et la caméra participe parfois à cette évaluation. Le fait qu'elle soit parfaite selon une mesure biologique risque de transformer une personne en idéal fabriqué. Sa puissance ne supprime pas ce cadre. Une femme peut gagner tous ses combats et rester enfermée dans un récit qui fait d'elle une récompense romantique. Le dernier plan, drôle et tendre, offre une intimité choisie. Il peut aussi donner l'impression que la sauveuse du monde aboutit finalement dans les bras du héros. Les deux lectures existent parce que la mise en scène lui accorde un refus décisif, tout en organisant son désir selon des codes très masculins. Plava Laguna connaît une tension comparable. Sa voix commande toute la salle, son corps protège les pierres, son savoir complète celui de Cornelius. Mais sa fonction s'accomplit dans la mort, afin que Corben puisse poursuivre. La grandeur de la scène ne rend pas invisible ce sacrifice. Elle le rend seulement mémorable. Ruby trouble en revanche les représentations masculines du film. Ses vêtements, sa gestuelle et sa voix refusent la sobriété virile de Corben. Le personnage sert parfois de contraste destiné à renforcer le héros traditionnel, et certaines plaisanteries reposent sur sa différence. Pourtant, il survit, contribue à la mission et ne change pas d'apparence pour devenir courageux. Sa peur, son extravagance et son utilité coexistent. Le futur contient également une critique du capitalisme de consommation, même si elle reste enveloppée dans le plaisir des objets. Zorg possède des appareils pour chaque geste, vend une arme qui prétend tout faire et licencie des ouvriers d'un mouvement de doigt. Flowstone transforme une planète en produit touristique. Ruby transforme les émotions de Corben en émissions. Les repas arrivent aux fenêtres, les appartements se replient, les voyages sont sponsorisés. Chaque besoin rencontre immédiatement une marchandise. Cette abondance est séduisante à regarder. Les costumes et les gadgets font partie du plaisir. La critique ne se tient donc pas à l'extérieur de la fascination, elle la partage. Le ZF1 est présenté avec tant d'inventivité que la scène ressemble un instant à une publicité réussie, avant que les armes sabotées explosent. L'objet parfait contient déjà la trahison de celui qui le vend. La pollution apparaît de la même façon dans les couches basses de New York. Les véhicules volent, mais ils produisent toujours de la fumée. Les déchets disparaissent des niveaux luxueux sans disparaître du monde. Corben plonge sous la circulation réglementée et traverse le brouillard où finissent les conséquences de la ville brillante. La technologie a déplacé les problèmes plutôt qu'elle ne les a résolus. Le gouvernement n'échappe pas à l'ironie. Ses conseillers disposent d'instruments capables de mesurer une planète vivante, mais leur premier réflexe consiste à tirer. Les soldats reconstruisent les loups puis l'entourent d'armes. Ils truquent un concours populaire pour cacher une opération. Le président sait néanmoins changer d'avis lorsqu'une approche échoue. Cette capacité distingue l'institution imparfaite du système de Zorg. L'une peut écouter Cornelius et confier la mission à Corben, l'autre ne sait que commander et punir.
L'entité noire devient ainsi plus qu'une menace extérieure. Elle grossit lorsqu'on l'attaque et accélère quand la violence se multiplie. Sans être une allégorie rigide, elle matérialise la manière dont la destruction se nourrit des réponses qui lui ressemblent. Les missiles, les armes de Zorg, la vengeance des Mangalore et les archives de guerre appartiennent à des échelles différentes, mais suivent le même mouvement d'escalade. Face à cette chaîne, les gestes utiles sont souvent minuscules. Un souffle, un peu de sable, de la sueur, une allumette, un chauffeur qui refuse de livrer une inconnue, un assistant qui prépare une salle pendant que les héros voyagent. Le cinquième élément dépense des millions pour construire un univers immense, puis confie sa résolution à des choses qu'aucun budget ne peut rendre plus rares. Cette résolution était inscrite dans la manière dont les espaces se succèdent. Le temple de 1914 cache l'arme derrière une paroi que quelques initiés savent ouvrir. Le laboratoire de 2263 expose au contraire Lilou sous les yeux des scientifiques. Mais personne ne comprend sa parole. Dans un lieu, le secret est matériel, dans l'autre, il est humain. La connaissance progresse seulement lorsque Cornelius reconnaît en elle autre chose qu'un corps reconstitué. Le taxi devient le premier espace intermédiaire. Il n'est ni un sanctuaire ni une institution. C'est un véhicule abîmé, appartenant à un homme qui doit décider seul. Les policiers voient une fugitive. Corben voit une personne. Leur relation commence donc dans un lieu de passage, quelques secondes avant que les règles officielles puissent reprendre le contrôle. Floston inverse encore la situation. Tout y est public. Le gagnant du concours, l'émission de Ruby, la diva sur scène, le luxe offert aux voyageurs. Les pierres, elles, sont cachées dans le seul endroit que le spectacle ne peut pas montrer, à l'intérieur de Plava Laguna. Lorsque Corben les retire, la frontière entre scène et secret disparaît. L'attaque est déjà diffusée en direct. Le temple final rassemble ces expériences. L'endroit est caché comme en 1914, mais la réussite ne peut plus appartenir à un ordre fermé. Un militaire, deux prêtres, un animateur et une femme née de nouveau doivent agir ensemble. La vieille architecture ne fonctionne qu'avec un groupe que ses gardiens n'auraient jamais pu prévoir. La chambre de régénération complète ce parcours. Au début, sa vitre enferme Lilou sous le regard d'hommes armés. À la fin, la même technologie contient un moment auquel les autorités n'ont pas accès. La machine n'a pas changé. Le rapport à la personne, oui. Une frontière imposée est devenue une porte que les autres attendent la permission de franchir. Le son suit une trajectoire comparable. L'ouverture passe du silence du désert au grondement du vaisseau Mondoshawan. New York ne cesse presque jamais de parler. Appels, moteurs, annonces, voisins, publicités. Ruby pousse cette saturation jusqu'à faire de chaque seconde une émission. Puis Plava Laguna impose un silence collectif avant que sa voix remplisse la salle. Au temple, la solution commence encore par un souffle. David n'annonce pas une découverte grandiose. L'air quitte simplement sa bouche et touche la pierre. Après tant de bruit, le premier mécanisme répond au son le plus discret qu'un corps puisse produire. La déclaration de Corben a besoin de ce calme. Pendant tout le voyage, d'autres voix parlaient à sa place. Sa mère, Munro, Ruby, Cornelius. Ils communiquaient par des décisions, rarement par des phrases. Face à Lelou, l'action ne suffit plus. Il doit dire le mot. La difficulté visible sur son visage lui donne son poids. Une déclaration brillante aurait moins bien correspondu à l'homme que nous avons suivi. L'humour protège ce moment de la solennité excessive. Il ne disparaît jamais longtemps, même lorsque la Terre approche de l'anéantissement. Le prêtre échoue à empoisonner Pacoli. Corben affronte sa mère entre deux crises. Ruby active l'eau en transpirant. Le président attend derrière une porte pendant que les héros refusent de terminer leur célébration. Ces ruptures peuvent sembler casser l'émotion. Elles lui donnent en réalité une échelle humaine. Un monde uniquement grave finirait par transformer ses personnages en fonction de la prophétie. Le gag rappelle qu'ils possèdent des corps, des habitudes, des embarras. Sauver la vie signifie aussi sauver le droit à ces instants sans grandeur. La violence obéit au mouvement inverse. Elle est souvent spectaculaire au moment où elle se déploie, puis ramenée à son cou. Le ZF-1 amuse par son accumulation avant de tuer les Mangalore piégés. Le combat de Lilou impressionne avant que Zorg la retrouve épuisée. L'assaut de Floston donne à Corben l'occasion d'utiliser ses compétences, mais se termine devant le corps de Plava Laguna. Les archives de guerre rendent ce coup impossible à oublier. Elles interrompent la logique confortable selon laquelle la bonne violence annulerait la mauvaise sans laisser de traces. Lilou vient de vaincre des mercenaires pour protéger la mission. Quelques minutes plus tard, elle voit une espèce entière répéter ce schéma à travers les siècles. Son découragement naît aussi de cette proximité. La réponse amoureuse ne convaincra donc pas tout le monde, et elle ne doit pas être agrandie au-delà de ce que la scène autorise. Corben ne résout ni la politique, ni la guerre, ni l'exploitation visible dans la ville. Il répond à la question immédiate de Lilou. Existe-t-il chez ces êtres quelque chose qui ne cherche pas à posséder ou détruire? Son retour à Floston et sa présence devant elle permettent de répondre oui.
Ce oui reste fragile. Une allumette pouvait s'éteindre, un mot pouvait arriver trop tard. Lilou pouvait maintenir son refus. La tension du dernier acte vient moins de la puissance de l'entité que de cette absence de garantie. Tout est prêt, mais aucune prophétie ne peut obliger la dernière décision. C'est aussi ce qui distingue Lilou de la masse noire. Toutes deux sont des forces cosmiques difficiles à définir. L'une avance selon une seule impulsion, détruire. L'autre peut regarder, apprendre, souffrir, juger et changer d'avis. La perfection de Lilou ne réside pas dans une pureté sans conflit. Elle réside dans une capacité de choix que le mal absolu ne possède pas. Zorg, qui se croit libre, se rapproche davantage de cette force mécanique. L'appel le commande, la peur le pousse, son propre discours l'enferme. Il répète que le chaos produit la vie, puis suit une chaîne de décisions prévisibles jusqu'à sa mort. Lilou, supposée être l'élément d'un dispositif ancien, est paradoxalement celle qui interrompt le rôle qu'on lui a assigné. Corben ne devient pas son propriétaire en la convainquant. La suite idéale de leur relation devrait justement dépendre de ce que la fin ne raconte pas. Apprendre à se connaître lorsque la planète n'exige plus rien d'eux. La chambre fermée ouvre cette possibilité sans la garantir. Elle leur offre du temps, ce que le récit leur refusait depuis la chute dans le taxi. Cette ouverture aide à comprendre la longévité du film. Ces effets portent la trace des années 90. Certains rapports entre les personnages ont vieilli, et sa philosophie tient parfois dans des mots très simples. Pourtant, son futur ne ressemble pas à une prévision devenue fausse. Il ressemble à un monde dessiné avec une conviction si particulière qu'il continue d'exister à côté d'une autre. Les maquettes donnent aux immeubles une masse que l'image numérique seule n'aurait peut-être pas offerte. Les costumes empêchent les foules de devenir anonymes. La musique relie des influences qui devraient s'opposer. Même les effets datés participent à une matière commune. On ne regarde pas seulement une technologie essayer d'être invisible. On regarde des artistes construire une ville avec les moyens, les obsessions et les couleurs d'un moment précis. La réussite ne consiste donc pas à avoir prédit l'avenir. Elle consiste à avoir produit un imaginaire reconnaissable. Beaucoup de films savent montrer une voiture volante, peu permettent d'identifier le chauffeur, la circulation, la musique et l'étage de la ville après une seule image. Beaucoup racontent une arme capable de sauver le monde. Peu cachent ses composants dans le corps d'une diva d'opéra avant de les activer avec de la sueur. Cette singularité explique également pourquoi les défauts restent visibles. Une œuvre plus prudente aurait lissé Ruby, réduit Zorg, habillé les figurants de la même façon et donné au temple une commande plus sérieuse. Elle aurait peut-être provoqué moins de rejet. Elle aurait perdu le mouvement qui permet à une idée adolescente de traverser un budget colossal sans devenir entièrement raisonnable. Le cinquième élément ne demande jamais la permission d'aimer ce qui l'assemble. La bande dessinée européenne côtoie la vedette hollywoodienne. La musique classique entre dans un montage électronique. La romance interrompt une apocalypse. Le sérieux de la question posée par Lilou survit au fait que Ruby se tient à quelques mètres, couvert de poussière, après avoir sauvé l'eau avec sa transpiration. On peut contester la réponse et rester attaché à la question. Que mérite une civilisation capable de Plavalaguna et de Zorg, de temples transmis pendant des siècles et d'usines d'armes, de gestes désintéressés et de massacres archivés? Le récit choisit de ne pas peser ces éléments jusqu'à obtenir un verdict rationnel. Il place la décision dans les mains de celle qui vient de tous les découvrir à la fois. Lilou choisit la vie, mais son choix crée une dette. La terre qu'elle sauve devra continuer à prouver que Corben ne représentait pas une exception inutile. La nouvelle lune suspendue au-dessus d'elle peut être regardée comme un trophée. Elle peut aussi servir de rappel. La destruction s'est arrêtée à une distance presque impossible, et rien ne garantit qu'une prochaine réponse arrivera au même instant. Le film, lui, ne termine pas sur cet avertissement dans le ciel. Il redescend vers deux corps vivants, dans une chambre close, pendant que le pouvoir attend. C'est une décision fidèle à tout ce qui précède. Les monuments, les armes et les titres promettent la maîtrise. La vie se manifeste ailleurs, dans une rencontre imprévue, bruyante, imparfaite, qui refuse encore quelques minutes de devenir une cérémonie. Ce retour à l'intime empêche aussi la victoire d'appartenir à un seul héros. Corben a récupéré les pierres, mais Plavalaguna les avait protégées. David a découvert le principe, Cornelius a gardé la mémoire, Ruby a traversé la peur, les Mondoshawans avaient sauvé l'arme 3 siècles plus tôt. Lilou rassemble ses contributions et prend la décision finale. Aucun personnage ne peut retirer les autres de l'équation sans faire échouer l'ensemble. Même les incidences suivent cette logique de rencontre. Lilou tombe précisément dans le taxi d'un ancien major. Corben gagne précisément le voyage qui mène à la diva. Une dernière allumette reste dans la boîte. L'histoire ne cherche pas à cacher son goût du conte. Elle rend ses hasards acceptables en exigeant ensuite un choix à chaque étape. Tomber dans le bon taxi ne garantit rien. Corben doit encore désobéir. Recevoir les billets ne suffit pas. Il faut revenir chercher Lilou.
Trouver l'allumette n'active pas le cinquième élément. Il faut répondre à son désespoir. Cette suite donne au merveilleux une responsabilité. Le destin rapproche les pièces, les personnages décident de ce qu'elles deviennent. Zorg reçoit lui aussi des occasions, des armes, des informations et un vaisseau rapide. Il transforme chaque avantage en nouvelle menace parce qu'il ne sait agir qu'en possédant. Corben commence avec moins de ressources, mais il partage progressivement la mission jusqu'à ce qu'elle n'appartienne plus à personne en particulier. La différence se mesure dans les mains. Celle de Zorg présente le ZF-1, ouvre une boîte vide et désamorce trop tard une seule bombe sur 2. Celles de Corben conduisent, combattent, retirent les pierres du corps de la diva, portent les loups et allument le feu. Au temple, elle cesse finalement d'utiliser des outils. Il ne reste qu'à prendre les loups contre lui. Le passage de l'arme à l'étreinte résume sans discours la direction choisie. Après le désert, New York, Floston et le retour au temple, l'image finale ne cherche plus à agrandir le monde. Elle le réduit à l'espace nécessaire pour que 2 personnes puissent se choisir. La prophétie est accomplie, les pierres peuvent se refermer, les experts peuvent ranger leurs instruments. Ce qui a sauvé la Terre n'a plus besoin d'être expliqué davantage. Ils peuvent enfin respirer loin de tous les regards.